Un jour, tous les crabes ont disparu. Les gens ont cherché dans les mers, les océans, les lacs, les rivières, les forêts tropicales. Pas un seul crabe vivant, seulement de vieilles carapaces. Les crabes muent plusieurs fois au cours de leur vie. Leur corps continue de grandir, mais pas leur enveloppe. Alors ils se débarrassent de leurs vieux costumes et se cachent. Ils attendent que leurs nouvelles carapaces grandissent. Mais pourquoi tous les crabes ont-ils tous mué le même jour? Où se cachent-ils? 6 mois plus tard, super, dit un vieux pêcheur, et il tire sur sa canne à pêche. Il est sur son bateau en train d'attraper des poissons dans l'Atlantique. La canne n'a pas bougé depuis 1 heure, mais quelque chose de gros vient de se prendre à son hameçon. Le pêcheur tire sur la canne à pêche de toutes ses forces. Puis la joie sur son visage fait place à la peur. Une pince de crabe géante sort de l'eau et coupe le fil de pêche. Une deuxième pince surgit et casse le bateau en deux d'un seul coup. À ce moment, un cargo passe dans les environs et fait fuir le monstre. Des marins hissent le pêcheur sur le pont de leur bateau et ils regardent par-dessus bord. Un énorme crabe, de la taille d'une voiture, nage autour d'eux. Sa pince sort à nouveau et s'accroche à la coque métallique du navire. Le grincement du métal est assourdissant. Le capitaine ordonne de passer à pleine vitesse et, d'un coup, la pince colossale du crabe se détache. Le bateau navigue vers le rivage. La marée est mystérieusement basse. Une étrange vibration se fait sentir sur le rivage. Le sable commence à s'effondrer sur lui-même et des trous apparaissent. Des crabes monstrueux en sortent en rampant. Il y en a des centaines, des milliers, et ils se dirigent tous vers l'eau. C'est la panique. Les gens fuient en hurlant. Des gens filment cet affolement général et les vidéos deviennent virales. Mais il ne s'agit pas d'un événement isolé. Ces monstres surgissent aux 4 coins du monde. Et personne ne sait pourquoi. Les crabes creusent des terriers pour muer. Dans les profondeurs du sable, ils sont protégés des prédateurs et du mauvais temps. Cette fois, quelque chose de bizarre s'est produit. Ils se sont cachés beaucoup plus profondément que d'habitude, ce qui leur a donné plus de temps pour grandir. Pendant 6 mois, ils sont restés dans leur trou, dans l'attente de leur nouvelle carapace. Maintenant, ils sont dehors et ils ne veulent qu'une chose, de la nourriture. La plupart des crabes mangent des poissons, vivants ou non, des escargots et même d'autres crabes, tout ce qui se met en travers de leur chemin. Ils adorent se battre et sont naturellement agressifs. Mais maintenant qu'ils sont énormes, les petits coquillages et les algues ne leur suffisent plus. De gros poissons seraient parfaits, mais ils sont impossibles à attraper pour les crabes qui ne sont pas bons nageurs. Par contre, à terre, ils se déplacent plutôt rapidement. Les gros poissons n'ont pas de souci à se faire, mais peut-on en dire autant des autres créatures? Le lendemain, des milliers d'yeux apparaissent à la surface de l'eau, semblables à des périscopes. Les crabes ont une excellente vision. Ils peuvent repérer une proie de très loin. Leurs yeux peuvent faire la différence entre les maisons et les objets en mouvement, les voitures et les gens. Des milliers de paires de pinces pointues et acérées sortent de l'eau et se dirigent vers la ville. C'est le chaos dans la rue. Les crabes courent partout, coupent les poteaux électriques, renversent les voitures et brisent les vitres. Les gens se précipitent vers une ruelle. Un crabe leur coupe la route. Il regarde ses proies, mais la ruelle est bien trop étroite. Les gens sont en sécurité. Ou peut-être pas. Le crabe pivote sur le côté, puis se glisse dans l'allée. Il a faim et fait claquer ses pinces. Les gens sont bloqués de tous les côtés. Il y a des crabes partout. La seule issue est vers le haut. Les gens se ruent vers l'escalier de secours qui mène au toit. Les crabes essaient de les suivre, mais tout ce à quoi ils s'accrochent, les arbres, même l'escalier de secours en métal, s'effondrent sous leur énorme poids. Les crabes restent en bas, les yeux levés, affamés. Du haut du toit, les gens regardent les monstres détruire la ville. La plupart des humains se sont terrés chez eux, mais cela n'arrête pas les arthropodes. Ils démolissent les portes et les murs. La population entière doit se rassembler sur les toits, et l'aide ne peut maintenant que venir du ciel. Enfin, les hélicoptères arrivent pour évacuer tout le monde. Les énormes crabes causent d'énormes problèmes sur l'île Christmas. Celle-ci se trouve entre l'Indonésie et l'Australie. Ses habitants font leurs valises, se dirigent vers la jetée et s'en vont. Ils ont peur et ne savent pas à quoi s'attendre. Une fois le dernier humain parti, le calme revient sur l'île. Plus un crabe ne se montre. Que se passe-t-il? Le ciel s'est couvert et il commence à pleuvoir abondamment. Dès que la première goutte touche le sol, une petite vibration se propage sur les terres. La forêt tropicale au centre de l'île commence à changer de forme. Les arbres tombent et la terre tremble. Mais il ne s'agit pas d'un séisme, c'est pire. Des crabes rouges gigantesques commencent à apparaître.
Pas des centaines, pas des milliers, mais des dizaines de millions. Ces crabes migrent chaque année de la forêt tropicale vers la côte de l'océan Indien pour se reproduire. Même quand leur taille est normale, leur multitude couvre les routes. On dirait un long fleuve rouge. La migration dure environ 3 semaines. Mais à présent, devenus énormes, ils couvrent presque la moitié de l'île. Ils abattent les arbres, démolissent les voitures, les maisons, tout sur leur passage. Puis, juste comme ça, ils disparaissent dans l'océan Indien. On dirait qu'un typhon est passé sur l'île. Des chasseurs de crabes apparaissent partout dans le monde. Ils capturent les monstres et les apprivoisent. Mais non, ces crustacés ne deviennent pas des animaux de compagnie. Les gens les montent pour s'affronter. Au Moyen-Âge, 2 chevaliers armés de lances se fonçaient dessus à dos de cheval en essayant de se renverser mutuellement. Aujourd'hui, ce sont sur les crabes que l'on s'installe lors des tournois. Des crabes géants au lieu de chevaux et des pinces au lieu de lances. Les crabes les plus forts vivent dans les îles tropicales de l'océan Indien et du Pacifique. Ce sont les crabes de cocotier. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Ils vivent surtout dans les forêts et ils possèdent les pinces les plus puissantes de leur espèce. La seule chose qui s'en approche est la mâchoire formidable des alligators. Essaie un peu de fendre une noix de coco. Tu auras besoin d'un marteau et peut-être d'autres outils. Ces crabes le font avec leurs pinces. Maintenant qu'ils font cette taille, ils peuvent couper un palmier en 2 sans s'essouffler. Mais il y a une bonne nouvelle. Les eaux du Japon abritent une espèce très utile, le crabe araignée géant, dont la taille est inégalée. Il fait environ 3,5 mètres d'envergure de pince à pince, soit la longueur d'une voiture. Ses longues pattes le font ressembler à une araignée. Rares sont les animaux qui voudraient se mesurer à un crabe aussi gros. Les nouveaux crabes araignées sont aussi grands qu'un immeuble de 5 étages et ils font des pas d'environ 3 mètres de long. Ce qui est vraiment cool, c'est que ces crabes peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Mieux encore, ils ne sont pas agressifs. Ces grands géants sympathiques mangent surtout des plantes et on peut les dresser et les monter. C'est un peu comme s'asseoir sur le dos d'un chameau gigantesque. Maintenant que les crabes n'ont plus de prédateurs ni d'ennemis, leur nombre ne cesse de croître. Ils prennent le contrôle de la planète et les humains sont impuissants. Leur solide carapace les protège des attaques et leurs pinces sont des armes redoutables. Les villes érigent des murs gigantesques pour se protéger de ces nouvelles créatures et les scientifiques essaient désespérément de trouver une solution. Les crabes ne vivent pas seulement près des rivages, ils vivent dans les forêts, les rivières, les lacs, presque partout où il y a de l'humidité. Il est déjà très difficile de repousser un crabe géant, alors des centaines ? Les gens commencent à se réfugier dans les grands déserts secs. Il est difficile d'y survivre. Les humains ont besoin de nourriture et d'eau, tout comme les crabes géants. Les crabes s'imposent partout et les humains n'ont pas les moyens de les arrêter. Il ne semble pas y avoir d'espoir. Mais juste à ce moment-là, ils se souviennent de quelque chose. Pas besoin de scientifiques et d'inventeurs. Il y a un vieux truc de pêcheur qui pourrait bien être la solution au problème des crabes. Ça s'appelle un seau à crabes ou un piège à crabes. Si tu mets un groupe de crabes dans un seau, ils ne pourront pas s'en échapper. Par instinct, ils se mettront à se gêner les uns les autres. Quand un crabe grimpe, les autres crabes l'attrapent et le tirent vers le bas. Il n'est pas nécessaire que ce soit un seau. Les pièges peuvent avoir toutes sortes de formes. En entonnoir, en cube, même en pyramide. Voilà donc la solution qu'on a trouvée. Les gens creusent des fossés profonds partout dans le monde et en recouvrent les parois de béton pour que les crabes monstrueux ne puissent pas s'échapper en creusant. Ensuite, ils attirent les crabes avec des poissons et des algues appétissantes. Une fois les crabes entrés, ils sont piégés pour de bon. Victoire! Et bientôt, les supermarchés du monde entier proposent du crabe à prix cassé. N'oublie surtout pas la sauce. C'est une belle journée pour une promenade en bateau dans les marais. S'il n'y avait pas ces moustiques, la journée serait parfaite. Mais pour une raison inconnue, les moustiques continuent de grossir à mesure que tu t'enfonces dans le marécage. Au départ, ce n'étaient que de minuscules insectes, presque invisibles, et ils peuvent maintenant avoir la taille de ton pouce. Tu peux entendre leur bourdonnement lorsqu'ils passent devant toi. Tu t'enfonces plus profondément pour chercher à savoir pourquoi ils sont si gros. Finalement, tu vois un grand essaim de moustiques, de la taille de ta main, qui bourdonne. Ils te remarquent et commencent à voler vers toi. Tu attrapes une branche et tu commences à fouetter l'air pour les écraser. Tu cours jusqu'à ton bateau et essayes de t'échapper, mais ils te suivent et certains parviennent à se poser sur toi. Tu les écrases, mais d'autres, de la taille de ballons de basket, sortent de nulle part. Tu démarres ton bateau et tu retournes à toute vitesse sur la terre ferme. En arrivant, tu vois tout le monde s'enfuir en courant, en panique, à cause des moustiques géants. Certains d'entre eux sont aussi massifs que de gros chiens.
Les gens se réfugient sous les tables de pique-nique, tandis que d'autres courent jusqu'à leur voiture et démarrent en trombe. Tu descends de ton bateau et cours vers le supermarché le plus proche, en même temps que des dizaines de personnes. Les employés verrouillent les portes. Mais à travers les grandes baies vitrées, tu peux voir les moustiques qui se multiplient. Ils sont de plus en plus gros, il y en a même un aussi gros qu'une voiture, qui passe en trombe. Il est si lourd qu'il a atterri sur une voiture vide et l'a écrasé. Les gens se tassent au fond du magasin. Tu essayes de calmer tout le monde et leur dis de ne pas faire de bruit. Les moustiques se posent sur la baie vitrée et bloquent la lumière naturelle. Il commence à faire sombre à l'intérieur. Quelqu'un augmente le volume de la télévision pour diffuser les dernières nouvelles. Les moustiques se déchaînent sur tout le continent, détruisant les ressources naturelles et envahissant les villes. Les gens sont invités à rester à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre. Les moustiques remarquent qu'il y a des gens dans le magasin. Alors ils essayent d'entrer de force. Un moustique de la taille d'une voiture vrombit dans le ciel, inconscient de ce qui se passe en bas. Tout le monde entend du bruit provenant de l'arrière-boutique. Les employés se rendent compte qu'ils n'ont pas verrouillé la porte. Un gros moustique entre et renverse tout. Tout le monde court dans tous les sens, paniqué, en lui jetant des objets au hasard. Certaines personnes prennent un extincteur et l'aspergent jusqu'à ce qu'il s'envole vers l'arrière-boutique. Les employés verrouillent la porte et la barricade pour que rien ne puisse plus entrer. Tout le monde attend nerveusement. La télévision diffuse un reportage en direct sur les moustiques géants qui volent partout. Un hélicoptère est obligé d'atterrir car les moustiques volent furieusement dans le ciel. Tout le monde frissonne en entendant le bruit d'autres moustiques qui bourdonnent près de la porte arrière. Les heures passent et d'autres moustiques arrivent sans cesse. Il n'y a personne dehors. Et une grande partie de l'aménagement urbain et du parc est détruite ou envahie par les insectes géants. Certaines personnes grignotent ce qu'elles peuvent tandis que d'autres dorment. Un bulletin spécial interrompt le reportage et montre qu'il y aurait des bus blindés prêts à embarquer les gens près de l'aire de pique-nique sur l'autoroute. Ces bus ne se rendront pas au point chaud du centre-ville, car ce serait trop dangereux. Le seul moyen de monter à bord est d'être sur l'autoroute dans 2 heures. Tout le monde essaye d'appeler ses proches, mais les tours de téléphonie cellulaire ont été détruites et personne ne peut plus appeler personne. Le moustique qui s'est introduit il y a un moment a détruit la seule ligne fixe qui était présente. Les gens se disputent pour savoir s'ils doivent rester ou partir. D'autres insectes recouvrent les seules zones claires du ciel jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Les gens se divisent en 2 groupes, ceux qui veulent partir pour prendre le bus et ceux qui veulent rester. Les employés connaissent un chemin de traverse qui peut rapidement mener à l'autoroute. Le seul problème est que cela prendra environ 20 minutes à pied, car il n'y a plus de voitures en état de marche. Le chemin est délicat. D'abord, il faudra s'échapper par l'entrée principale et se diriger vers la forêt, derrière les bennes à ordures. Là-bas, il faudra entrer dans un bâtiment, puis descendre dans les égouts, ce qui mènera au lac à côté de l'autoroute. Le premier groupe décide de partir. Il prépare des provisions en vue de l'évasion. Chaque seconde, de nouveaux moustiques arrivent, obscurcissant le ciel. Les gens s'équipent de tout ce qu'ils peuvent trouver pour se protéger. Les moustiques sont attirés par le dioxyde de carbone que les gens expirent et ils savent qu'il y a une source provenant du magasin. Une fois que tout le monde est prêt, les membres de l'expédition prennent des torches de fortune et les allument. Ils ajoutent un peu d'alcool à brûler pour entretenir le feu. Tu fais partie du groupe qui prévoit de s'échapper. Les portes s'ouvrent et tout le monde s'enfuit derrière la benne à ordures. De nombreux moustiques tentent de vous attaquer, mais la fumée du feu les repousse. Chaque seconde, de nouveaux moustiques envahissent le ciel et les environs. De nombreuses personnes finissent par rentrer en courant dans le magasin, car elles n'ont pas pu passer la benne à ordures pour atteindre l'autre bâtiment. Finalement, le reste du groupe, toi y compris, courait vers le bâtiment, mais il est verrouillé et personne ne peut enfoncer la porte. Le plan B consiste à casser une fenêtre et à ramper à l'intérieur. Tu attrapes une pierre et brises la fenêtre la plus proche. Le seul problème est que les moustiques peuvent vous suivre à l'intérieur. Alors, sans aucune autre option, vous courez jusqu'au sous-sol du bâtiment pour trouver l'entrée des égouts. Ouf, tu l'as trouvé et tout le monde descend. Pas de moustiques en vue, seulement des rats. Vous vous enfoncez dans l'eau des égouts jusqu'aux genoux, mais vous devriez atteindre la rivière en quelques minutes. Le problème, c'est que l'égout ne mène pas vers le lac, mais quelque part au fond des canalisations. Vous le suivez quand même jusqu'à ce que vous voyez ce qui ressemble à une sortie. Vous sortez donc et vous vous retrouvez près d'un collecteur où toutes les eaux rejetées mènent à côté du marais. Le seul problème est que vous n'êtes plus à côté de l'autoroute et que le temps presse. De nouveaux moustiques envahissent les airs, mais ils ne prennent pas vraiment la peine de s'intéresser à vous.
tu remarques des créatures de la taille de chat qui flottent sur l'eau. Ce sont des bébés moustiques ou des larves et ils viennent vers vous. Toi et tous les autres nagez pour sauver votre vie jusqu'à la rive. Le moustique géant Alpha s'envole dans les airs et plonge en piqué pour essayer d'attraper quelqu'un, mais il le rate. Tout le monde arrive à l'épaisse zone marécageuse où aucun moustique géant ne peut pénétrer. Vous vous couvrez de branches pour vous protéger. Il reste 15 minutes avant l'arrivée du bus blindé. Puisque les moustiques ne peuvent pas entrer, ce sera le meilleur endroit pour se cacher en attendant. L'obscurité tombe et toujours pas de bus. Cela fait 3 heures et rien. Les moustiques bourdonnent toujours et tout le monde se sent mal à l'aise sous les buissons épais. Au bout d'un moment, vous entendez un moteur et voyez des lumières clignoter sur l'autoroute. Tout le monde se lève et court vers le bus. Mais tu les arrêtes pour ne pas attirer l'attention des moustiques. Tu te portes volontaire pour te faufiler et arrêter le bus. Puis tous les autres pourront suivre sans trop attirer l'attention. Tu déplaces quelques branches, enjambes quelques écorces d'arbres et rampes jusqu'à l'autoroute. Tu essayes de retenir ta respiration pour ne pas faire trop de bruit. Tu atteins le bord de la route et agites les bras pour arrêter le bus. Il s'arrête et la porte s'ouvre. Tu fais signe au reste des gens de venir et ils te rejoignent. Tout le monde est à l'intérieur et en sécurité. Quelques moustiques vous remarquent et commencent à picorer le bus. Mais le blindage est solide. Le bus part à la recherche d'autres personnes le long de la route. Et soudain, un véritable colosse atterrit devant lui. Le bus s'arrête et tu vois un moustique de la taille d'un Boeing 747. Il te regarde droit dans les yeux. Il se prépare à attaquer, mais le bus accélère sous ses pattes et repart. Le moustique s'envole et essaye de rattraper le bus. Mais vous entrez dans un tunnel qui mène à l'autre côté de la montagne. Après quelques minutes, vous arrivez dans une zone ouverte, sans arbres ni bâtiments. Le bus accélère tout en esquivant les obstacles sur son passage, sur son chemin. Enfin, tu remarques que vous êtes près du supermarché où vous vous étiez réfugié. Le bus ouvre la porte pour que toutes les personnes à l'intérieur soient emmenées dans une zone sûre. Des volontaires expliquent que le monde entier est envahi par ces créatures géantes. Au passage, tu vois un moustique hybride qui a 2 têtes et une queue de scorpion. Il est aussi grand que la statue de la liberté et il est prêt à attaquer, ce qui provoque la croissance anormale de ces moustiques, les transforme aussi en hybrides et en mutants. La journée avait pourtant si bien commencé. Jour 1. Une petite mais puissante secousse ébranle la ville de Naples, en Italie. Les chaînes d'information relatent l'événement. Les experts pensent que le Vésuve, le stratovolcan du golfe de Naples, va bientôt exploser. Mais quand ? Il a déjà connu de nombreuses éruptions par le passé. En fait, c'est ainsi qu'il a pris sa forme. Il est constitué de plusieurs couches de lave durcie, de pierres ponces et de cendres. La dernière éruption du Vésuve a eu lieu en 1944, mais une explosion majeure s'y est produite il y a près de 2000 ans. Elle a enseveli les villes romaines de Pompéi et d'Herculanum et a décimé les zones environnantes. Aujourd'hui, 3 millions de personnes vivent à moins de 30 km du volcan et 600 000 vivent dans la zone de danger. Les grandes éruptions se produisent tous les quelques milliers d'années, généralement après de longues périodes de calme. Et le problème, c'est que le Vésuve est en retard sur sa prochaine éruption. Mais cette fois-ci, le volcan est surveillé par l'Observatoire du Vésuve. Il dispose de stations sismiques, de réseaux GPS spéciaux et de radars satellitaires. Pour l'aider à mesurer les mouvements du sol, il dispose également d'un équipement spécial pour tester les produits chimiques contenus dans les gaz provenant du volcan. Tout cela aide les experts à déterminer si le volcan est sur le point d'exploser. Mais est-ce que cela va se produire ? Pour l'instant, le magma se trouve à plus de 10 km de la surface. Les choses semblaient sûres hier, mais maintenant, elles sont sur le point de s'aggraver. Jour 3. Une autre secousse se produit avec une magnitude de 3 sur l'échelle de Richter. Tout l'équipement installé près du volcan s'éteint. Le magma pousse vers le haut. Il n'est pas encore à la surface, mais le Vésuve est clairement agité. Les 2 autres secousses suivent dans l'après-midi. Elles ne ressemblent pas à des tremblements de terre ordinaires, et les géologues peuvent voir la différence dans leur sismographe. Les séismes volcaniques sont de 4 à 5 fois moins importants sur l'échelle de Richter. Maintenant, les experts sont certains. C'est une question de quelques jours ou semaines avant que le volcan n'entre en éruption. Certains volcans peuvent être agités pendant des mois, voire des années avant d'exploser, mais ce n'est pas le cas du Vésuve. Jour 4. Le sol commence à se fissurer comme si une créature géante était emprisonnée dans la croûte terrestre et essayait désespérément de sortir pour prendre l'air. De la vapeur s'échappe des petites fissures dans le sol. Certaines zones sont plus chaudes que d'autres. Si tu y allais, tu aurais l'impression d'entrer directement dans un four et tu aurais du mal à respirer.
Certains moutons se sont approchés trop près de la montagne et se sont évanouis. Quand le fermier les a trouvés, il a failli s'effondrer lui aussi, non pas à cause de la chaleur, mais à cause des gaz. Du dioxyde de carbone et du sulfure d'hydrogène sont libérés dans l'air. Toute la zone autour du volcan sent les œufs pourris et beaucoup d'animaux de la forêt restent maintenant à l'écart. Les arbres voisins absorbent ces gaz du sol depuis des jours et ils commencent à brunir. Les niveaux de dioxyde de carbone dans la région montent en flèche et tous les détecteurs émettent un signal sonore constant. Jour 6. Les tremblements sont de plus en plus fréquents. Les experts de l'observatoire du Vésuve qui surveillent le volcan disent que les secousses proviennent du magma qui est poussé vers le haut. Quelques heures plus tard, l'alerte d'urgence nationale est déclenchée. Des milliers de personnes ont environ 15 jours avant l'éruption du volcan et doivent évacuer leur maison. Les 600 000 personnes dans la zone de danger commencent à faire leurs valises et à partir en voiture et en camion. C'est le chaos partout. Mais dans tout ce désordre, certaines personnes restent immobiles. Ils regardent autour d'eux, essayant de comprendre ce qui se passe vraiment. Quelques-uns prennent des photos de leur maison, d'autres diffusent tout ce chaos sur les réseaux sociaux. Mais les personnes âgées sont juste dehors, regardant leur maison une dernière fois. Ils espèrent que tout ceci n'est qu'une fausse alerte. C'est déjà arrivé, mais qui peut vraiment savoir ? Jour 7. C'était une nuit blanche, beaucoup d'habitants sont déjà partis. Quelques personnes bienveillantes venant d'autres villes se rendent dans la région pour aider les habitants à évacuer plus rapidement. Il y a un énorme embouteillage, mais tout le monde s'y attendait. C'est pourquoi l'évacuation a commencé tôt. Les ferries, les trains et les bus ont annulé leurs services pour aider les personnes évacuées. Ils travaillent tous selon un planning millimétré afin de s'assurer que tout le monde parte en sécurité, sans aucun retard. Certaines personnes refusent de partir, mais leurs voisins finissent par les convaincre. Il faudra 7 jours pour évacuer tout le monde. Et ces personnes vont se disperser dans d'autres régions du pays, et pas seulement dans les régions sûres voisines. Jour 10. Plus de la moitié des habitants a maintenant quitté la zone rouge. Après tout ce chaos, règne à présent le silence. Et il est interrompu par les bruits inquiétants des secousses. Les animaux sont également évacués. Beaucoup de gens essaient maintenant d'en secourir autant que possible de la forêt. Jour 16. Les 25 villes qui étaient en danger ont maintenant été évacuées. La zone rouge est vide, mais les secousses sont de plus en plus fortes, comme si le volcan était une cocotte minute prête à exploser. De la fumée blanche s'élève de la grande ouverture au sommet de la montagne et des évents sur le côté. La roche en fusion se déplace vers la surface et les gaz sous pression forment des bulles, comme celles que l'on voit quand on fait bouillir de la nourriture. Soudain, on entend quelques fortes détonations puis une explosion. C'est assez fort pour être entendu à des milliers de kilomètres de là et l'onde de choc est ressentie dans toute l'Italie. La roche volcanique est projetée en l'air. Un épais nuage noir en forme de champignon se forme et s'étend dans le ciel. Les oiseaux abandonnent leur nid et s'envolent en gigantesques nuées. La lave rouge et brûlante jaillit maintenant du volcan comme une fontaine. En s'écoulant vers le bas, elle annihile tout sur son passage. Puis il y a un glissement de terrain volcanique. Une partie de la montagne en forme de cône se détache et des millions de tonnes de terre et de roches se détachent du flanc du volcan et s'effondrent. La lave se répand sur les pentes et glisse lentement vers la forêt et les terres agricoles. Le panache de cendres, de pierres ponces et d'autres types de roches s'est élevé si haut dans le ciel que les gens peuvent le voir depuis Rome. Enfin, la tour de débris commence à retomber sur la terre. D'abord viennent les cendres, puis des morceaux de roche. La cendre dans l'atmosphère est si dense qu'il est difficile de respirer. La lave se répand lentement dans la région et abat tous les arbres. Toutes les villes voisines sont enveloppées de fumée et plongées dans l'obscurité. Les bâtiments s'effondrent et tout autour, un mélange de gaz toxiques brûlants et de roches se déplace plus vite qu'une voiture. D'autres roches et davantage de cendres volcaniques tombent à des kilomètres du volcan, percutant les voitures et détruisant les toits. Le ciel est complètement noir car la lave continue d'arriver. Les villes voisines sont progressivement submergées sous la roche en fusion. Une partie de la lave atteint même la mer. Une gigantesque vapeur blanche recouvre le rivage où elle tombe et le magma devient noir. Maintenant, un étrange feu bleu néon apparaît sur les pentes du Vésuve. Ce feu est causé par la combustion de gaz sulfurique. Il s'échappe à haute pression des fissures à la surface du volcan. Lorsqu'ils entrent en contact avec l'air, ils s'enflamment. Ces flammes bleues peuvent atteindre 5 mètres de haut dans l'air. Maintenant, tous les vols à proximité sont annulés et de nombreux avions doivent changer de route pour atteindre leur destination. Depuis l'alerte nationale, aucun avion n'a été autorisé à survoler le volcan. Les nuages de cendres volcaniques peuvent endommager les moteurs à réaction et d'autres composants d'avions. L'eau est maintenant contaminée par des courants de cendres volcaniques et sent incroyablement mauvais. En peu de temps, ce magma a fait disparaître des villes entières. Seuls les toits des plus grands bâtiments sont visibles. Après la grande éruption explosive, il y en a de plus petites et plus silencieuses.
À ce stade, personne ne sait encore si le volcan a cessé d'être en éruption et personne ne peut s'approcher de la zone. 10 ans plus tard, la plupart des parties de la zone rouge sont maintenant cachées sous de la lave durcie, mais encore chaude, y compris l'ancien site de Pompéi. Certaines personnes ont commencé à oublier ce qui s'est passé, d'autres ont commencé leur nouvelle vie ailleurs, et certains ne veulent même pas penser à ce qui est arrivé à leur ancienne maison. Mais plusieurs d'entre eux comptent les jours qu'il leur reste avant de pouvoir rentrer chez eux. 100 ans plus tard, tu marches dans ce qui semble être un terrain vague de cendres volcaniques. Tu réalises soudain que tu es debout sur le toit de la ville de tes arrière-grands-parents. Tout est maintenant submergé sous un épais tapis de lave solidifiée. Mais en dessous de tout cela, à peu près, tout est encore intact, complètement figé dans le temps. Il y a des millions d'années, il y avait des mers et des océans là où se trouvent aujourd'hui les déserts. Et si tout cela revenait ? Tu imagines avoir désormais de l'eau au lieu du sable ? La vie sur la planète changerait totalement. Le sable peut agir comme un liquide si un flux d'air assez fort le pousse à s'élever par le bas. L'air réduit la friction entre les particules de sable, ce qui augmente l'espace. Les particules commencent alors à se déplacer librement comme si elles étaient dans un liquide. Si un énorme passage s'ouvrait soudainement sous la croûte terrestre, soufflant de l'air par en dessous, alors peut-être que tout le paysage commencerait à s'enfoncer comme dans des sables mouvants. Certains monuments, comme les pyramides égyptiennes ou le Sphinx, s'enfonceraient dans le sol. D'énormes villes construites sur le sable disparaîtraient. Les déserts du Sahara ressembleraient à un chaudron bouillonnant. Les caravanes de chameaux s'écrouleraient tout simplement. Mais ne t'inquiète pas, les animaux ne seraient pas blessés. Comme le sable liquide est rempli d'oxygène, ils pourraient y nager. Mais que se passerait-il si le sable se transformait en eau au lieu de n'être qu'une simple version liquide de lui-même ? Si cela venait à arriver rapidement et de manière inattendue, des catastrophes se produiraient sur toutes les plages du monde. Imagine que tu te fais dorer au soleil sur un matelas pneumatique au bord d'une plage de sable d'une station balnéaire. Tu portes des lunettes de soleil, les vagues te chatouillent les orteils, les mouettes crient au-dessus de ta tête et tu as un thé glacé entre les mains. Des vacances parfaites. Mais à ce moment-là, tu sens ton matelas bouger. Une vague te frappe. Tu enlèves tes lunettes et tu te retrouves au milieu de la mer. Toute la plage s'est transformée en eau. Elle s'étend jusqu'à la route où circulent les voitures et où se trouvent les maisons. Tu aides les gens qui prenaient un bain de soleil à proximité à grimper sur le matelas. Tu nages jusqu'à la nouvelle rive. Tu rentres chez toi, tu allumes la télévision et tu vois ce qui se passe partout dans le monde. Des centaines de milliers de plages sont inondées. L'eau déborde des rues et des maisons. Les gens ont peur. Certains fuient de chez eux, tandis que d'autres prennent des planches de surf et se laissent porter par les vagues. Et alors qu'une partie du monde tente de faire face à une inondation mondiale de rivages sablonneux, un 5e océan se forme au même moment. Tu prends un avion et tu survoles le plus grand désert de sable de la planète. La superficie du désert du Sahara est de 9,5 millions de kilomètres carrés, soit presque la taille de l'ensemble des États-Unis. En un instant, des milliards de tonnes de sable se sont transformées en eau. Et toute cette eau commence à se déverser. Les animaux qui vivent dans le sable, tels que les gerboises, les scorpions, les cobras et bien d'autres, disparaissent de la surface de la planète. Les pays les plus proches sont dévastés par l'inondation. Le nouvel océan est relié à la Méditerranée, à la mer Rouge et à la mer Tyrrhénienne. Le niveau de l'eau dans les océans du monde augmente tellement que la plupart des nations insulaires doivent évacuer leur population vers les continents. Dans les villes côtières, les gens fréquentent les cafés et profitent de la vie. Certains prennent des bains de soleil tandis que d'autres essaient de se protéger de la chaleur en allant à l'ombre. Soudain, le vent se lève et une ombre apparaît sur le sol. Les gens la regardent perplexes et elle continue à grandir. Tout le monde lève les yeux et constate qu'un énorme tsunami s'approche du rivage. Dans les pays désertiques, c'est encore pire. Ils sont inondés d'un seul coup et se transforment en de nombreuses petites îles divisées. Des vagues gigantesques vont frapper les côtes des villes portuaires pendant longtemps. Les endroits les plus chauds de la planète sont devenus humides. Le sable chaud s'est transformé en une eau presque bouillante. Elle s'évapore rapidement et forme d'énormes nuages de pluie. Grâce à une humidité élevée, la pression atmosphérique change et des vents forts commencent à souffler. Ils poussent les nuages partout à travers la planète. De grosses pluies s'abattent partout dans le monde, arrosant la planète. L'eau se mélange avec les océans du monde et se refroidit. Les endroits les plus chauds du globe deviennent plus froids. Avec les changements de température, des tornades et des ouragans se forment un peu partout et ravagent la planète. La face de la Terre tout entière est en train de se déformer. De nouvelles mers, de nouveaux lacs et de nouveaux fleuves se forment partout sur la Terre. Auparavant, l'eau représentait 70% de la surface de la planète. Maintenant, c'est 90%. Heureusement, les cataclysmes ne durent pas longtemps. Même si les sables recouvrent une grande partie du territoire, ils ne sont pas très épais. La profondeur de l'océan est des centaines de fois plus grande que celle du sable dans un désert.
Dans certains cas, le sable n'a même que quelques centimètres d'épaisseur. Seules les plus grandes dunes peuvent atteindre 45 mètres. Le niveau de l'eau va monter considérablement et ne reviendra probablement jamais à ce qu'il était, mais au moins le climat se calmera tôt ou tard. Mais quelque chose de grave va quand même se produire. Chaque année, 2 milliards de tonnes de poussière s'élèvent dans l'air. La plupart de cette poussière provient des déserts. Les particules qu'elle renferme contiennent des éléments utiles et des bactéries. Le vent les transporte partout sur la planète. Un quart de cette poussière se retrouve dans les mers et les océans. Les bactéries et les nutriments nourrissent de petites créatures dans l'océan comme le phytoplancton ou le krill. Ces créatures, à leur tour, servent de nourriture aux petits poissons et même aux baleines. Et les poissons alimentent les prédateurs ainsi que de nombreux animaux terrestres. Par conséquent, si les sables se transforment en eau, l'océan perdra une grande partie de ses nutriments. La bonne nouvelle, c'est que cela ne durera pas longtemps non plus. Les nutriments et les bactéries s'adapteront aux nouvelles conditions et pourront s'évaporer avec l'eau, qui se condense en nuages de pluie. La plus importante diversité du monde marin vit dans les eaux peu profondes, non loin des côtes. Le désert transformé en eau offre des conditions idéales pour le développement d'une nouvelle vie. De nouvelles espèces d'animaux capables de survivre dans l'eau chaude apparaissent. De nombreuses créatures qui peuplaient les sables chauds se sont maintenant adaptées à la vie marine. Les chameaux ont appris à nager et les petits reptiles peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant longtemps. Grâce au temps chaud et au manque de profondeur, une énorme quantité d'algues marines capables de résister à des températures élevées pousse sur le fond. Le nouvel océan ressemble maintenant à un jardin multicolore de plantes marines. Les citoyens essaient également de s'adapter. Ils construisent de petites villes sur des structures en bois massif directement sur l'eau et les attachent au fond avec de longues chaînes. La pêche est devenue la principale source de nourriture pour l'humanité entière. Les voitures sont devenues obsolètes, tout le monde veut avoir un bateau. Les grandes marques de voitures onéreuses conçoivent désormais des yachts et des bateaux de luxe. En outre, tout le monde apprend à nager et chaque habitant des villes maritimes est un excellent nageur. Toute la nouvelle eau était douce jusqu'à ce qu'elle se mélange à la mer et gagne en salinité. Les gens ont créé des filtres spéciaux qui transforment cette eau en eau douce. Les stocks mondiaux augmentent. Il n'y a presque plus d'endroits dans le monde où les gens n'ont pas assez d'eau. Mais que se passerait-il si notre situation devenait encore plus bizarre et que tout le sable de la planète, et pas seulement sur les plages et dans les déserts, se transformait en liquide ? Tous les sabliers du monde s'accéléreraient, car l'eau coule beaucoup plus vite que le sable. Le sable est par ailleurs utilisé pour tous les types de travaux de construction. Il sert à la production de béton et à la pose de fondations solides. Il serait impossible de créer des briques et de l'argile sans sable. Presque toutes les maisons, sans compter celles en bois, s'écrouleraient tout simplement. Les maisons en bois pouvaient cependant pourrir à cause du taux d'humidité élevé. Le sable est utilisé pour le verre. La production de miroirs, de fenêtres et d'ampoules serait considérablement réduite. Les réserves mondiales d'eau potable diminueraient car le sable est un filtre naturel pour sa purification. Il y aurait des bouchons énormes sur les routes parce que, disons, il n'y aurait pas de route digne de ce nom. Imagine que tu conduis une voiture et que ses pneus se transforment en gelée. Les véhicules routiers seraient gravement touchés. Les avions cesseraient de voler parce que du sable est utilisé pour la construction de la piste. Le seul moyen de transport qui resterait serait le bateau. Le sable existe presque partout sur notre planète. L'eau commencerait donc à humidifier et à laver le sol. Le monde entier se transformerait en un marais horrible et il serait très difficile de s'y déplacer. Le taux d'humidité grimperait considérablement et d'épais brouillards apparaîtraient chaque jour. Un grand nombre de scolopendras, de salamandres, de grenouilles et d'autres créatures qui aiment l'humidité envahiraient la planète. Certains insectes pourraient évoluer et augmenter en taille grâce aux nouvelles conditions climatiques. Et les hommes, s'ils survivent, pourraient avoir des écailles qui pousseraient pour mieux supporter l'humidité. La Terre ressemblerait à une planète comme celle des films de science-fiction. Incroyable. Oui, et c'est pour cela que, heureusement, cela n'arrivera jamais. Il fait sombre et tu ne peux rien voir. Il y a de la bave partout. Le sol est mou et bouge sous tes pieds. Tu essaies de trouver ton chemin en tâtant les murs en mouvement autour de toi. Après un moment, tu entends des cris de douleur au loin. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Tu es le capitaine d'un navire et tu viens d'être dévoré par le puissant Kraken. Tu continues à culbuter sans même savoir si tu vas dans la bonne direction. Les cris se font de plus en plus forts. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne finisses par retrouver quelqu'un. Alors que tu t'apprêtes à faire ton prochain pas, un gros morceau de bois est projeté devant toi, te faisant presque tomber. Ce morceau de bois provient du navire que le Kraken a avalé. Il a aussi avalé tout l'équipage vivant. Donc, ils doivent se trouver quelque part dans le ventre de la bête. Tu continues à suivre les cris. Ils te mènent vers un autre chemin qui ressemble à un œsophage. Tu attrapes un morceau de bois et tu glisses le long de ses entrailles gluantes. Il fait sombre.
Alors tu déchires un morceau de tissu de ta chemise et l'enroules autour d'une grande planche. Puis tu y mets le feu. Cette torche de fortune te permet de voir où tu vas dans les moindres détails. Tu peux distinguer les grandes veines qui palpitent à l'intérieur. Chaque veine pourrait contenir plus de 3 personnes. Après un moment, tu commences à voir davantage de débris de ton bateau, y compris les trésors que tu avais découverts et conservés à fond de cale. Mais maintenant, ces énormes tas d'or n'ont plus aucun intérêt, puisque tu es à la recherche de ton équipage dans cet intérieur sombre et malodorant. Tu arrives à un embranchement où il semble y avoir plusieurs tunnels, chacun menant à un endroit différent. Tu sais qu'il est impossible de ressortir par la bouche, alors il n'y a pas d'autre solution que de s'enfoncer plus loin. Tu décides de suivre ton instinct et de te glisser dans le plus petit tunnel, qui est couvert de bave et d'autres liquides. Tu éteins ta torche et la ranges pour t'en servir à nouveau plus tard. Tu te glisses dans la cavité et restes coincé pendant un moment. Le kraken nage toujours, mais il semble soudain faire une pause. Les veines et autres vaisseaux sanguins géants ralentissent et le tunnel de chair dans lequel tu rampes s'élargit. Avant même de t'en rendre compte, tu dégringoles le long de ce puits jusqu'à ce que tu atteignes un bassin rempli de liquide. À la seconde où tu y plonges, tu commences à sentir l'acide brûler tes vêtements. Tu es dans l'un des estomacs du kraken. Tu enlèves ta chemise et pagaies sur une planche afin de traverser ce lac d'acide à la rame. Tu peux voir d'autres morceaux brisés de ton navire éparpillés un peu partout. Tout à coup, le kraken se remet en mouvement et commence à nager très vite. Tu n'as pas d'autre choix que de t'accrocher à la planche et de te maintenir à flot en protégeant tes yeux de l'acide. Tu les fermes. Tu es maintenant projeté plus loin dans l'estomac, là où la digestion doit avoir lieu. Ici, l'acide est encore plus corrosif et fait fondre tout ce qui s'y trouve. L'odeur est atroce et tu n'arrives pas à trouver le moyen de partir. Mais au loin, tu vois certains membres de ton équipage échoués sur une petite île au beau milieu de l'estomac. Tu vois quelques requins qui nagent autour et qui n'ont pas encore été digérés. Il n'y a rien que tu puisses faire pour le moment, à part te frayer un passage et parvenir jusqu'à ton équipage. Tu montes sur un autre morceau de bois et tu rames vers eux. Cette fois, l'acide gastrique s'attaque au bois. Heureusement, un membre de ton équipage te lance une autre planche, alors tu sautes dessus et rames jusqu'à eux. Tu grimpes sur le rivage. Tout le monde est heureux de te voir. Tu essaies de trouver un moyen de vous échapper, mais les sorties sont toutes pleines d'acide. Davantage d'eau s'infiltre, ainsi que de nombreuses créatures marines. L'acide ne cesse de monter, et tout le monde se resserre en tremblant. À un moment donné, le kraken avale une grande baleine à bosse qui se débat dans l'eau acide. Cela agace le kraken qui se met à s'agiter, ballottant tout le monde. Toi, ainsi que beaucoup d'autres, atterrissez sur la baleine et vous y cramponnez fermement. On dirait que le kraken veut expulser cette baleine d'une manière ou d'une autre. Les parois internes de l'estomac se contractent jusqu'à ce qu'il soit suffisamment rétréci pour évacuer le cétacé. Toi et tes membres d'équipage vous accrochez toujours à la baleine, mais ce n'est pas facile. Finalement, le kraken recrache la baleine et nage jusqu'au fond de l'océan. Votre nouveau défi est de nager jusqu'à la surface pour respirer. La baleine vous pousse, toi et tous les autres, vers le haut. Sans elle, personne n'aurait réussi à remonter à la surface pour respirer à temps. Tu ne sais pas où vous vous trouvez. Certains de tes coéquipiers s'accrochent à des débris de ton navire pour rester à flot. Tu nages jusqu'à l'un d'eux et grimpes sur le bout de bois. Le soleil commence à se coucher. Il n'y a rien en vue. L'équipage a faim et a froid. Et le pire, c'est l'heure où les requins chassent leur dîner. Tout le monde grimpe sur ses planches pour rester hors de l'eau. En un rien de temps, des ailerons de requins commencent à surgir de toutes parts. Il n'y a rien à faire à part tenter de survivre à la nuit. Le jour suivant arrive. Personne n'a réussi à dormir. Tout le monde décide de fixer toutes les planches ensemble et de ramer en direction du soleil. Pendant que chacun débat de la marche à suivre, tout l'équipage attend ton dernier mot. Le soleil est brûlant et tout le monde est à bout de force. Il n'y a pas d'eau fraîche à boire non plus. Personne n'a les moyens de pêcher afin de vous nourrir. Et la menace des requins et du kraken plane toujours sur vous. L'un des membres de ton équipage aperçoit quelque chose au loin qui semble être une île. Tout le monde se réjouit, se serre dans les bras et pagaie dans sa direction. Après quelques heures, tu arrives sur l'île et plonges tes mains dans le sable chaud. Certains courent partout, tandis que d'autres embrassent la terre ferme et les palmiers. Mais pour une raison ou pour une autre, il semble que quelque chose cloche. Des oiseaux volent autour de vous. Ils ne semblent pas vous craindre.
Tout le monde se dirige vers le centre de l'île pour découvrir si quelqu'un l'habite. Un petit feu de camp se trouve au beau milieu, mais il n'y a aucun autre signe de vie aux alentours. Cette île est trop petite pour avoir des résidents. Il ne semble y avoir aucun signe que quelqu'un l'ait jamais visitée, à part ce feu de camp. Au bout d'un moment, l'île commence à bouger. Tout le monde grimpe sur un arbre et l'eau recouvre entièrement l'île. Au loin, tu vois une grande silhouette émerger de l'eau et se tourner vers toi. C'est une tortue de mer géante. Pendant tout ce temps, vous vous trouviez sur le dos d'une tortue gigantesque. Elle se déplace gracieusement dans les flots et s'arrête après quelques heures. Les membres de l'équipage construisent des cabanes et allument un feu pour faire cuire un peu de nourriture et dormir confortablement. Tu admires au loin le ciel nocturne et les étoiles qui emplissent l'horizon. Tu grimpes sur l'arbre le plus haut pour trouver un peu de calme et de repos. Au loin, tu aperçois le kraken qui nage et se rapproche de la tortue. Mais comparé à elle, il n'a la taille que d'une chaussure. Le lendemain, tu te promènes et explores le reste de l'île Tortue. Des créatures uniques que tu n'as jamais vues auparavant vivent ici. Des oiseaux parmi les plus exotiques volent dans tous les sens et les animaux ne semblent même pas avoir peur de vous. Tu atteins le sommet de la montagne, couverte d'arbres et de lianes, pour avoir une bonne vue d'ensemble de l'île. Le panorama tout entier s'offre à toi et tu découvres qu'il y a un énorme trou dans le sol juste en dessous. Tu aperçois ce qui semble être des outils d'excavation laissés par d'autres explorateurs. Tu rassembles ton équipage et te précipites vers le trou. Vous devez vous frayer un chemin à travers les lianes et escalader un terrain difficile pour y parvenir. La question principale est: où mène ce trou si la base de cette île est une carapace de tortue géante? Vous arpentez le site et voyez de nombreux outils et des plans abandonnés. Tu te saisis d'une carte et vois une marque en forme de X qui indique un trésor dépassant toute imagination. Tu rassembles tes équipiers. Tout le monde ramasse une partie de l'équipement. Une autre question effrayante est de savoir pourquoi ils ont abandonné tout ce matériel. Tu étudies les plans. Ils indiquent toutes les étapes à suivre, sauf la dernière, que personne ne semble avoir compris. Après un moment, vous descendez dans le trou et vous dirigez vers le fond. Mais ce que vous découvrez là est encore plus choquant que tout ce à quoi vous vous attendiez. Voyage vers le futur. Eh oui, les humains ont réussi à coloniser Mars et la Lune. La faim a été vaincue et nos problèmes de surpopulation ont été résolus. Bientôt, notre planète, nos planètes, vont devoir faire face à une nouvelle menace. La Lune aussi. Les chercheurs ont découvert que dans 150 ans, le Soleil allait exploser et détruire tout notre système solaire. Zut alors! On a assez de temps pour construire une flotte d'énormes vaisseaux spatiaux et évacuer tout le monde. Mais les sauts dans l'hyperespace, ça, on ne sait pas faire. Ça fait longtemps qu'on n'a plus cherché de potentielles planètes vivables et la plus proche se trouve à plusieurs millions d'années de voyage. Pas le choix. Toute l'humanité est embarquée sur d'immenses vaisseaux et l'interminable voyage commence. Plusieurs dizaines d'années passent. On quitte le système solaire et on assiste à l'explosion du Soleil. Il n'y a plus de lumière, juste quelques petites étoiles au loin. Du noir à l'infini tout autour. Tous les vaisseaux sont en pilote automatique et rien ne peut dévier leur trajectoire. Même si tout le monde à bord disparaît, le vaisseau arriverait quand même à destination. D'un côté, c'est positif parce que les humains pourront survivre pendant encore des millions d'années. De l'autre, après tout ce temps passé dans l'espace, ils seront totalement différents. Les passagers des vaisseaux qui arriveront sur la nouvelle planète seront devenus des biomasses palpitantes informes placées dans des exosquelettes en métal. Voilà pourquoi. Dans l'espace, les os et les muscles deviennent plus fragiles. Il n'y a pas de gravité et donc aucune pression n'est exercée sur le corps, ce qui l'empêche de fonctionner correctement. Les astronautes de l'ISS font d'ailleurs énormément d'exercices pour ne pas perdre leurs muscles. Revenons à notre histoire. Il y a des salles de sport et des machines qui simulent la gravité sur chaque vaisseau. Pour faire des économies d'énergie, elles ne sont mises en marche que quelques heures par jour. Malheureusement, faire du sport n'est pas suffisant. Au bout de 100 ans, les os deviennent si friables que n'importe quel mouvement, même peu intense, peut provoquer des blessures. Encore 100 ans, et on ne peut plus tenir debout. Mais ce n'est pas seulement à cause des os fragiles. Après toutes ces années en apesanteur, le corps humain a déjà beaucoup changé.
Un des gros problèmes, c'est que les passagers perdent le sens de l'équilibre. Quand ils essaient de se lever, ils tombent. Les capitaines des vaisseaux ont démantelé les machines à gravité, elles ne marchaient pas de toute façon. Petit à petit, tout le matériel de sport a été récupéré et transformé en pièces de rechange pour le vaisseau. Le manque de gravité n'a pas seulement affaibli les passagers, il les a aussi rendus plus grands. La colonne vertébrale a besoin de gravité pour rester stable. Sans gravité, les disques vertébraux se sont écartés. Les humains commencent à ressembler à des jouets gonflables. On distribue à tous les passagers des bras et des jambes mécaniques. On les enfile et c'est parti. Bidouiller le moteur, nettoyer les chambres, évacuer les ordures dans l'espace, soulever un objet, tout ça est impossible sans les bras et les jambes mécaniques. Plus le temps passe, plus les passagers deviennent impuissants. Par chance, les combinaisons mécaniques deviennent de plus en plus performantes. Depuis l'explosion du Soleil, la vue des humains a pris un sacré coup. Dans les vaisseaux, une lumière artificielle qui répand de la vitamine D remplace la lumière du Soleil. Le manque général de lumière fait dilater les pupilles des passagers. Au bout de quelques centaines d'années, leur vue commence vraiment à baisser. Mais ce problème est résolu grâce à la technologie. Des lentilles artificielles qui accentuent la lumière les empêchent de devenir complètement aveugles. Les vaisseaux sont désinfectés chaque jour pour empêcher la multiplication de bactéries et de microbes. Ça signifie aussi que le système immunitaire de l'être humain n'a plus aucune maladie à contrer. Très vite, il ne sera plus capable de se protéger et un simple rhume pourrait lui être fatal. Pour l'instant, aucun germe détecté à bord. Mais que va-t-il se passer en chemin ? Sur le vaisseau, il y a des millions de plantes qui poussent dans des serres spéciales grâce à de l'eau et de la lumière ultraviolette. Les plantes produisent de l'oxygène qui est distribué dans tout le vaisseau. Bien évidemment, ce n'est pas assez pour des millions de personnes, mais ça reste un petit souvenir. À force de vivre sur des vaisseaux spatiaux, les passagers se sont adaptés et ont presque arrêté de respirer. Les poumons ont pratiquement disparu et les êtres humains trouvent d'autres façons d'assimiler l'oxygène, par l'eau, par des réservoirs d'oxygène liquide. L'espèce se transforme totalement. Mais tout n'est pas négatif. L'ingénierie génétique fait d'énormes progrès tous les ans. De vraies combinaisons de survie sont créées. Elles donnent de la force et de la vitesse, permettent de bouger, de voir, d'entendre et même de parler. Les voix des passagers sont devenues si faibles qu'ils ne peuvent plus que chuchoter. Heureusement, dans les combinaisons, il y a un micro et des amplis. La nourriture est finie. Il n'y a plus que des liquides spéciaux. De toute façon, l'estomac humain ne peut plus rien digérer après toutes ces années dans l'espace. Un petit goûter pour la route ? Hors de question. Au début, il y avait plusieurs types de nourriture de l'espace. Mais au fur et à mesure, les passagers ont oublié le goût des choses. Ils ont arrêté d'aromatiser les liquides et les papilles gustatives ont cessé de fonctionner. Ils ont perdu le sens du goût. Pour certains, cette vie est insupportable. Mais ils ont toujours le choix. Ils peuvent s'enfermer dans une capsule de cryogénisation pendant des millions d'années. Il suffit de se faire décongeler à l'arrivée. Mais c'est très risqué de rester congelé aussi longtemps. Il est possible qu'un météore heurte le vaisseau, ou pire. Les passagers tentent une autre approche. Ils téléchargent leur conscience sur un ordinateur. C'est plus sûr et ça demande moins d'énergie. Comme ça, quand on se réveille, il suffit de déplacer les données de sa conscience dans une nouvelle combinaison humaine modifiée. Certaines personnes décident de rester éveillées et de mener une vie normale. Des milliers d'années passent, puis des millions. Les humains sont vraiment différents maintenant. Tous leurs membres sont artificiels et leur exosquelette est contrôlé par la pensée. Avec le temps, les bras, le cou, les jambes et les colonnes vertébrales sont devenus de plus en plus petits. Les os s'effritent et finissent par se dissoudre. Les yeux, les nez et les bouches disparaissent. Le cerveau n'est plus protégé par le crâne, il est juste entouré de peau. Il ne reste plus que la pensée. Les humains sont désormais de puissants robots ultra performants, commandés par un petit sac palpitant rempli de cervelle. Ça fait plusieurs millions d'années que les humains ont quitté la Terre. Tous les passagers ont oublié que leur espèce est née sur une planète où il y avait de la gravité. L'histoire de la vie sur Terre est devenue un mythe, une légende.
La plupart des humains à bord pensent que les vaisseaux sont leur seul lieu de vie possible et qu'ils n'ont jamais vécu autre part. C'est pour ça que lorsque les humains arrivent enfin à destination, personne n'a vraiment envie de débarquer ni d'explorer. La vie sur une nouvelle planète inconnue, pas très pratique avec ses costumes de l'espace. La gravité, l'air, les bactéries, les germes, ça va prendre plusieurs milliards d'années pour que l'humanité évolue et s'habitue à ces nouvelles conditions. Heureusement, il y a la technologie. À ce stade, tous les humains sont téléchargés dans de nouvelles combinaisons robots. Les passagers peuvent choisir, ils peuvent débarquer et faire de cette planète leur nouvelle maison, ou rester là et vivre à bord du vaisseau. Ceux qui choisissent de ne pas débarquer partent explorer les méandres de l'espace, à la recherche de nouveaux mondes. Les autres doivent s'adapter aux nouvelles conditions de vie. C'est très différent de la vie sur Terre. Il y a une différente densité de l'air, des conditions météo différentes et de nouveaux éléments chimiques étranges. Ça va prendre des millions d'années pour que ces robots-cerveaux se retransforment. Un jour, les descendants de ces humains voudront connaître leurs origines. Ils construiront un vaisseau qui leur permettra de voyager dans l'espace-temps. Leur recherche les conduira à la Terre de maintenant. Ça peut sembler fou, mais imagine que demain, quelqu'un atterrisse dans ton jardin et que ce soit l'un de tes descendants, venus du futur. Les passagers qui seront restés à bord des vaisseaux trouveront peut-être de nouvelles planètes sur lesquelles ils décideront de vivre. Leurs corps aussi s'adapteront et se transformeront. Dans des millions d'années donc, l'univers sera habité par d'étonnantes créatures qui auront toutes une chose en commun. À l'origine, toutes étaient des humains. À l'origine. Tu as passé toute ta vie à faire des recherches sur les micro-organismes. Ces dernières années, tu as créé un appareil qui peut te faire rapetisser. Et enfin, il est prêt. Au début, tu souhaites te rétrécir à la taille d'un pouce pour pouvoir voir certains microbes à l'œil nu. Et ensuite, après plusieurs expériences, tu espères te rétrécir à la taille d'une bactérie. Pour que l'expérience soit plus sûre, tu enfiles une combinaison spéciale, qui ressemble à une combinaison spatiale. Elle est équipée d'un système de survie. Tu diriges un faisceau de l'appareil vers toi-même. Le faisceau doit modifier ta masse et ton volume. Pour revenir à l'état précédent, tu dois te tenir sur une plateforme ronde de la taille d'un pallet de hockey. Tu la places près de tes pieds pour pouvoir facilement monter dessus quand tu seras plus petit. Tu appuies sur le bouton et tu actives la machine. Oups, il y a un problème. L'appareil commet une erreur et tu rétrécis non pas à la taille d'un pouce, mais à une taille 1000 fois plus petite, directement à la taille d'une bactérie. Zut, tu t'en rends compte quand une mouche aussi grosse qu'un avion passe devant toi pendant le rétrécissement. Tu deviens si petit que les poils du tapis sur lequel tu te trouvais semblent avoir la taille d'arbres immenses. Ne panique pas. Tu dois trouver le palais, te tenir dessus, et tu retrouveras ta taille normale. Il était juste à côté de tes pieds, à seulement 1 centimètre. Attends, mais qu'est-ce qu'un centimètre maintenant, quand 1000 spécimens de ta taille peuvent tenir sur la pointe d'un cheveu humain? Tu décides d'escalader un poil du tapis pour voir où se trouve le palais. Tu ne peux même pas voir le plafond du laboratoire. La pièce est floue à cause de sa taille énorme. Tu es entouré de milliers de bactéries. Elles sont très différentes en taille et en couleur. Mais tu peux identifier 3 formes principales. Les bactéries rondes qui ressemblent à des sphères sont des cocci. Elles peuvent fusionner les unes avec les autres et augmenter en taille. Il y a aussi des bactéries cylindriques en forme de capsule ressemblant à des saucisses ou des bananes. Ce sont les bacilles. Et les bactéries en spirale sont appelées spirilles. À l'extrémité de leur corps, elles ont un cilium ressemblant à un cheveu. Les bactéries sont essentielles pour notre planète. Elles aident à produire de l'oxygène et à absorber le dioxyde de carbone. Elles purifient l'eau et l'air, digèrent les aliments dans notre estomac et améliorent notre système immunitaire. Elles rampent sur le sol, partout sur le tapis. Tu commences à grimper sur le poil. Sur ton chemin, tu rencontres des cocci qui ressemblent à d'énormes pommes de terre, des spirilles semblables à des spaghettis. Après quelques heures, tu as enfin atteint le sommet du poil. Pour toi, ça a été un long moment, mais en réalité, seules quelques minutes se sont écoulées. Plus tu es petit, plus le temps passe lentement. Te souviens-tu à quel point il est difficile de frapper une mouche? C'est parce qu'elle voit tes mouvements au ralenti. En regardant autour de toi, tu vois une forêt infinie de poils. Au loin, tu peux voir la silhouette d'une grande montagne au sommet plat. Elle te semble plus grande que l'Everest. Super, maintenant tu dois y arriver en vie. Soudain, une énorme bactérie t'attaque par le bas. Il s'agit de plusieurs bacilles réunies ensemble. Ils ressemblent à un tas de saucisses.
Pour t'échapper, tu sautes vers le bas. Tu pèses si peu que tomber de n'importe quelle hauteur est sans danger. Tu cours à travers la forêt dense. Tu remarques que presque toutes les bactéries se dirigent vers toi. La plupart d'entre elles mangent des matières organiques comme le glucose ou les glucides. Et en ce moment, pas de chance, tu es la plus grande source de glucides dans les environs. Des microbes plus petits se collent à tes jambes, tes bras et ton visage. Tu les secoues et tu tombes. Plusieurs bacilles joints ensemble s'approchent, mais ensuite, un objet rond avec des pointes de la taille d'un ballon de football s'écrase sur eux. Tu vois beaucoup de ces ballons et tu réalises que ce sont des virus. Des micro-organismes qui ne peuvent pas vivre sans les bactéries. Pour se reproduire, ils doivent infecter un être vivant. Les virus ont pénétré dans une bactérie. Les autres bactéries qui te poursuivaient sont également attaquées. Tu vois une bactérie gigantesque qui ressemble à un avion de ligne sans ailes. C'est un type de cocci. Plusieurs grosses boules attachées les unes aux autres et sur le point de la manger. Tu vois un petit ballon de football piquant qui pénètre dans son corps. La bactérie frissonne et se fige. Après un moment, un trou apparaît en elle et des centaines de milliers de virus s'envolent. Ils sont partout et cherchent un nouvel hôte. Des ballons piquants volent vers toi à grande vitesse. Tu attrapes un morceau de peluche et le balances comme une batte de baseball. Tu combats les virus un par un. Ta batte finit par se casser et tu t'enfuis. Tu sembles être en sécurité maintenant. Tu entres dans un immense champ. Il n'y a rien d'autre ici que des bactéries. Tu réalises que c'est une petite tache sur le tapis que tu as accidentellement brûlée il y a quelques mois. Il y a 1 milliard de microbes ici et ils se multiplient à un rythme effréné. Une bactérie augmente en taille et se divise en 2. Après quelques minutes, ces 2 bactéries grandissent et se divisent également. Elles sont maintenant au nombre de 4. La colonie de bactéries croît de façon exponentielle. Avec un taux de reproduction aussi rapide, une seule bactérie peut créer une progéniture pesant environ 1 tonne en 24 heures. Après 5 jours, les bactéries seront capables de remplir toutes les mers et tous les océans. Heureusement, la vitesse à laquelle elles se divisent est égale à la vitesse de leur destruction. La sécheresse, un rayon de lumière, une température élevée, l'humidité, tous ces phénomènes contrôlent la population des microbes. Mais dans des conditions idéales pour elles, les bactéries pourraient s'emparer du monde entier. Tu te ferais un chemin dans un champ de micro-organismes. Les grandes bactéries consomment les petites. Elles se multiplient et sont détruites. C'est une mer bouillonnante de vie. Tu sens que ton pied est coincé. Tu as marché sur quelque chose de collant. Juste en dessous, une grande bactérie sphérique rampe hors du sol. Elle est reliée à d'autres bactéries et n'a pas de forme précise. Elle ressemble à une biomasse pulsante sans forme. La chose s'accroche à ton corps. Elle t'enveloppe. Tu as l'impression d'être absorbé par de la gelée chaude. La bactérie compresse ta poitrine. Il t'est maintenant difficile de respirer et de bouger. À ce moment-là, quelque chose qui ressemble à une vis en métal s'enfonce dans la bactérie. Un gros diamant fait ensuite irruption. Après cela, plusieurs fines pattes lisses ressemblant à des aiguilles courbes entrent aussi à l'intérieur. Tous ces détails s'unissent et se transforment en une étrange créature à l'intérieur du microbe. Un diamant est fixé à une extrémité de la vis et les pattes de l'aiguille s'accrochent. Plusieurs dizaines d'entre elles s'introduisent dans le corps de la gelée. Elles se connectent ensemble et forment une armée de robots. Toutes ces créatures sortent d'un petit trou dans la bactérie et mettent le microbe en pièces. Tu t'échappes et tu te retrouves dans le chaos. Le petit robot avec un diamant à la place de la tête s'appelle un bactériophage. Malgré leur apparence, ils sont créés par la nature et non artificiellement. Le but des bactériophages est d'attaquer et de détruire les bactéries de l'intérieur. C'est ainsi qu'ils se reproduisent. Ces créatures sont partout autour de nous et contrôlent la population des micro-organismes. Lorsque les bactéries se multiplient à l'intérieur du corps humain, elles laissent des déchets de décomposition. Ces déchets sont nocifs pour le corps qui doit donc les combattre. Parfois, les médecins utilisent des bactériophages pour qu'ils aident à se débarrasser des mauvais microbes. Ils n'attaquent rien d'autre que les bactéries. Et maintenant, tu vois des centaines de milliards de bactériophages qui détruisent des milliards de bactéries. Les diamants ambulants sautent sur la bactérie, y plongent leur tête et libèrent le code génétique. Des parties séparées qui s'assemblent dans de nouveaux bactériophages. Tu continues ta route et emportes quelques diamants avec toi juste au cas où. Le chemin est long, mais après quelques semaines, tu arrives enfin à atteindre le palais. Dans le cours normal du temps, cela fait 1 heure. Tu es épuisé et il y a encore du chemin à parcourir pour arriver au sommet. Le palais est si haut que tu ne peux pas en voir le sommet. Tu ne peux pas dormir car tu pourrais te réveiller à l'intérieur d'un microbe. Il y a encore beaucoup de bactériophages dans le coin, mais tu ne veux pas prendre de risques. Un fracas assourdissant secoue l'air. C'est comme si une turbine d'avion tournait juste à côté de ton oreille. Tu lèves les yeux,
une créature de la taille d'une ville atterrit sur le tapis depuis le ciel. Elle bat des ailes et fait ce bruit. Les ailes créent un ouragan. Tu attrapes les poils du tapis pour éviter d'être emporté par le vent. La créature sent mauvais. L'une de ses pattes ressemble à un grand gratte-ciel. Tu réalises que c'est une mouche. C'est ta chance d'atteindre le palais. De grands yeux orange divisés en milliers de segments ressemblent à 2 planètes. Tu grimpes sur le bout de la patte de la mouche. L'insecte s'envole et tu t'accroches fermement. Le tapis s'éloigne de plus en plus. De là-haut, tu vois le haut du palais. Il est si large que tu ne peux pas voir le bord rond. Tu lâches la mouche et tu tombes. Dans les airs, tu croises des millions de bactéries. Finalement, tu atterris sur la surface solide du palais. L'appareil s'active et tu reprends ta taille normale. Tu as eu beaucoup de chance. Est-ce la Terre là-bas au loin? Oui, regarde comme elle flotte dans l'espace au milieu de ses copines les planètes. Tu aperçois Mars rouge-orangé et Jupiter avec sa ceinture d'astéroïdes. Même la minuscule Pluton est là. Toutes ces planètes gardent leurs distances entre elles, évoluant chacune sur sa propre orbite. Elles ne sont pas très sociables, tu sais, mais c'est une bonne chose. Elles n'auraient que des ennuis si elles se mettaient à se fréquenter d'un peu trop près. Mais bien qu'elle ne soit pas unique, la Terre est la seule planète dotée de vie que nous connaissons. Et nous savons même pourquoi. C'est parce qu'elle a eu la chance d'apparaître au meilleur endroit de notre système solaire, dans la zone boucle d'or. Les scientifiques disent que l'ingrédient clé de la vie est l'eau. Mais pourtant, il y a de l'eau sur Mercure. Cette planète a des dépôts de glace d'eau à ses pôles sud et nord, mais seulement parce que ces endroits ne voient jamais la lumière. Partout ailleurs, l'eau s'évapore simplement de la surface de la planète. Mercure est beaucoup trop proche du Soleil. Pluton a aussi un peu d'eau. Les astronomes pensent même que la planète naine pourrait être constituée de 30% d'eau. Mais elle est gelée. Contrairement à Mercure, Pluton est trop éloigné du Soleil. C'est pourquoi toute son eau se trouve sous forme de glace. Mais la Terre plane dans cette région parfaite qu'on nomme la zone habitable. Elle a la bonne température pour que l'eau reste liquide et que les diverses formes de vie s'épanouissent. Mais que se passerait-il si la Terre était la seule planète du système solaire? Plus de Mars, plus de Jupiter, plus de Mercure, plus de Vénus. Les choses auraient pu se passer un peu différemment de ce à quoi nous sommes habitués. Tu te souviens de cet astéroïde massif qui a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années? Oui, le méchant caillou. Eh bien, sans Jupiter et sa ceinture d'astéroïdes, notre planète serait constamment la cible de météorites et d'astéroïdes. Et certains d'entre eux seraient aussi gros que celui qui a causé tout ce malheur aux dinosaures. Ces rochers erreraient dans l'espace sans rien ni personne pour les arrêter. Et si la Terre était la seule planète dans le coin, elle serait leur unique souffre-douleur. Mais ce n'est pas tout. Regarde tout cet immense espace que la Terre aurait pour elle toute seule. Cela signifie que notre planète aurait l'occasion de voyager un peu. Elle pourrait même choisir de quitter la zone boucle d'or. Mais alors, la vie sur la planète continuerait-elle comme avant? Supposons que la Terre commence à s'éloigner du Soleil. Il ferait bientôt trop froid sur la planète. Imagine un endroit où le Soleil ne brille plus, sombre et froid, couvert de glace et de neige toute l'année. Voilà comment serait notre Terre si elle s'éloignait du Soleil. Si cela se produisait, nos villes prendraient un aspect très différent. Pour l'instant, la Terre est pleine de vie. Rends-toi dans n'importe quel parc et tu verras des arbres verts et de l'herbe partout. Il y aura des gens qui se promènent, s'assoient sur les bancs et profitent du soleil. Tu apercevras certainement quelqu'un qui joue au foot ou au frisbee. Sur les pelouses du parc, les gens se détendront sur des couvertures en se faisant bronzer. Quelques personnes seront en train de lire, tranquilles et heureuses. Mais retournons dans l'espace. Voici à nouveau la Terre. Notre planète est toujours dans son endroit préféré. C'est pourquoi la vie est si belle. Mais attends une minute, est-ce qu'elle bouge? Notre planète s'est éloignée du Soleil. Cela a-t-il changé les choses à sa surface? Elle semble un peu plus bleue maintenant. Là-bas, la Californie dorée est devenue un peu terne. Elle est même franchement morne et sombre. Un peu comme partout ailleurs sur Terre. New York est couverte de glace. Même dans les endroits les plus chauds, les températures sont maintenant en dessous de zéro, y compris dans des endroits comme les Bahamas. Après un certain temps, l'eau liquide se transforme en glace. Les océans ressemblent maintenant à d'immenses patinoires. Sauf qu'il n'y a plus personne pour patiner parce que la planète est devenue bien trop froide pour abriter la vie. Bon, et si au lieu de s'éloigner du Soleil, la Terre s'en rapprochait, avec des gens toujours dessus? Waouh! Les températures seraient délirantes, bien trop élevées pour être supportables.
Le climat ne cesserait de se réchauffer, les catastrophes naturelles deviendraient plus fréquentes, les ouragans et les inondations seraient désormais monnaie courante sur Terre. Et très bientôt, la planète serait trop chaude pour que les gens puissent y vivre. Les particules provenant du Soleil représenteraient une menace considérable. L'atmosphère ne protégerait plus si bien la Terre des radiations solaires. Ce bouclier serait de plus en plus faible. On ne trouverait plus d'eau liquide nulle part, peut-être seulement dans des dépôts souterrains. La Terre ressemblerait un peu à Mars, toute rocheuse et stérile. Le Mississippi s'assécherait et on trouverait à sa place un immense canyon. Les océans auraient également tous disparu. À l'heure actuelle, la fosse des Mariannes est l'endroit connu le plus profond de la Terre. Et il est incroyablement difficile d'atteindre son fond en raison de l'immense pression qui y règne. Mais s'il n'y avait plus d'eau, il serait tout à fait possible de voyager jusqu'à cet endroit. On découvrirait ainsi de nouveaux secrets, à condition bien sûr qu'il y ait encore des gens dans cette sécheresse et cette chaleur. En d'autres termes, si l'on explorait la Terre après qu'elle se soit rapprochée du Soleil, on la trouverait très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais que se passerait-il si la Terre ne bougeait pas du tout et que tout restait identique ? La seule différence, il n'y aurait pas d'autres planètes autour de nous. Cela changerait la façon dont nous explorons l'espace. Bien sûr, il y aurait toujours des satellites de positionnement, de communication et de météorologie, et peut-être des télescopes spatiaux. Mais il n'y aurait pas de corps céleste assez proche pour que nous y fassions des expéditions. Cela affecterait aussi notre avenir. Si nous n'avions ni désir ni possibilité d'aller dans l'espace, nous investirions dans notre planète. Nous construirions des villes aériennes au lieu de chercher d'autres planètes à coloniser. Aujourd'hui, si tu disposes d'un télescope Bernier Cry, tu pourras voir des étoiles lointaines et d'autres planètes. Plus le télescope est performant, plus il y a de détails à voir. Mais s'il n'y avait pas d'autres planètes, contempler l'espace ne serait pas aussi captivant. Les étoiles seraient toujours visibles et tu pourrais même apercevoir une ou deux météorites. Et tu verrais bien sûr la Lune, mais c'est à peu près tout. Les agences spatiales se concentreraient surtout sur la sécurité de la Terre, principalement parce que les astéroïdes deviendraient de fréquents visiteurs. Pour protéger la planète, nos savants auraient la tâche de trouver des moyens de nous en débarrasser. Par exemple, à l'aide d'un rayon laser énorme qui, allumé, pourrait aller jusqu'à la Lune et même plus loin. Au lieu de construire des fusées pour explorer l'espace, SpaceX et la NASA s'occuperaient du nettoyage des astéroïdes. Les humains ne penseraient même pas à essayer de contacter d'autres civilisations. S'il n'y avait pas de planète similaire à la Terre, ils considéreraient que c'est un effort inutile. Cela signifie qu'aucun signal radio ne serait envoyé dans l'espace. Un fait étonnant, en février 2008, la chanson des Beatles, Across the Universe, a été projetée dans l'espace lointain. Cela a été fait pour célébrer à la fois le 40e anniversaire de la chanson et le 50e anniversaire de la NASA. Dans les années 70, nous avons envoyé un autre signal radio dans l'espace. Il contenait quelques informations de base sur les humains et le système solaire. Mais c'était plus un tour de force technologique qu'une tentative de contacter d'éventuels copains extraterrestres. En l'absence de planètes, le monde de la science-fiction changerait lui aussi. Il n'y aurait plus de films sur l'exploration de l'espace lointain. Aucun vaisseau spatial et aucune fusée n'apparaîtraient plus sur le grand écran. Et comme il n'y aurait pas d'expédition vers d'autres planètes, aucun robot ne serait envoyé dans l'espace pour y chercher des signes de vie et explorer de nouveaux mondes, comme ce que font les rovers sur Mars en ce moment. Les gens se concentreraient davantage sur leur propre planète. Par exemple, nous commencerions à explorer ces régions les plus profondes. De nouvelles technologies nous permettraient de creuser beaucoup plus profondément, jusqu'à la croûte terrestre et plus loin encore. Un voyage au cœur de la planète, ça te dirait ? Au lieu d'astronautes, nous aurions des explorateurs du sous-sol profond. Ils s'appelleraient peut-être les terplorateurs. De nouvelles technologies de forage seraient inventées pour rendre le processus plus efficace. Il y aurait de nouveaux types de véhicules, ils seraient créés pour forer et protéger les explorateurs de l'énorme pression souterraine. En explorant le monde sous la surface de la Terre, nous trouverions probablement des formes de vie absolument nouvelles. Il s'agirait de créatures mystérieuses ayant évolué pour survivre dans l'obscurité à des températures extrêmes avec très peu de nourriture. Cela nous aiderait probablement à mieux comprendre notre belle planète. Un autre truc complètement dingue m'est arrivé récemment. C'était un dimanche matin et j'ai fait frire des œufs pour le petit déjeuner. Mais quelque chose n'allait vraiment pas. Je n'étais pas sûr si c'était les œufs ou moi. Tu as déjà goûté des œufs au plat, pas vrai ? Ils ont normalement le goût de l'œuf.
Mais cette fois, en plus de l'œuf, j'ai pu sentir le goût du citron, du yaourt à la vanille et même du papier. Et ce n'est pas aussi bon que tu pourrais le penser. Le yaourt est bon en lui-même, mais avec les œufs, c'est dégoûtant. Quelle qu'en soit la raison, j'ai décidé que ça ne me dérangeait pas de prendre un thé ce jour-là. Mais dès lors que j'ai essayé, j'ai tout recraché. C'était quoi ça? Une cuillère de poivre noir là? J'avais besoin de boire de l'eau le plus vite possible. J'ai pris un verre et heureusement, c'était juste un verre d'eau ordinaire. J'ai essayé de manger des fraises, mais en plus du goût normal de la fraise, elles avaient un fort goût de piment. Pas la meilleure des combinaisons pour être honnête. Il semblait que quelque chose était arrivé à toute la nourriture de la maison. J'avais aussi un jus d'orange, alors j'en ai bu un verre. Étonnamment, le goût était très bon. Soudain, j'ai eu une idée bizarre. Est-ce que je goûtais les couleurs? C'était tellement dingue et étrange que j'avais besoin de vérifier cette théorie immédiatement. Je l'admets, j'ai léché l'arrière-blanc de mon téléphone portable. Il avait vraiment le goût du yaourt à la vanille, tout comme l'œuf. C'était donc vrai, je pouvais goûter les couleurs qui se mélangeaient avec le goût original de chaque aliment et le bousillais. Je voulais aller chez le médecin, mais même si ce nouveau super-pouvoir était bizarre, c'était quand même un peu excitant. Aussi, je ne pouvais pas attendre de savoir quels étaient les autres goûts. Alors je suis allé dans un supermarché et je me suis acheté un paquet de feutres. Je suis arrivé à la table, j'ai ouvert le jaune et je l'ai léché. Il avait le goût du citron. Alors j'ai léché chacun d'eux et j'ai fait une liste. Le rose avait un goût de fraise, le rouge c'était du chili, l'orange c'était une orange. Le bleu était très amer, le bleu clair était salé et le violet c'était de la myrtille. Le noir était du poivre noir, le beige de la noix de muscade, le gris du papier et le vert avait un goût de vomi. Bilan, je ne mange plus de nourriture verte à partir de maintenant. Pas que cela m'attriste particulièrement qu'on se le dise. Il ne me restait plus qu'une couleur, le marron. J'étais très réticent à essayer, mais il fallait que je trouve une solution. À mon grand soulagement, il avait un goût de café. Je n'aime pas le café, mais ça pourrait être pire. Je savais que je devais aller voir mon médecin, mais j'avais envie de vivre avec ce super pouvoir un peu plus longtemps. Ça ne t'arrive pas tous les jours, tu sais. J'ai donc décidé d'aller chez le médecin le lendemain. Et puis aujourd'hui, il fallait que j'apprenne à vivre avec cette capacité. Je devais éviter de mettre dans ma bouche tout ce qui était noir, gris, bleu et vert. Pas seulement la nourriture, mais aussi la vaisselle et les couverts. Et je devais trouver quels aliments je pouvais manger, car je n'aimais pas les fraises qui avaient le goût de piment. Je suis donc allé au magasin pour acheter des plats transparents. En marchant, je réfléchissais à mon menu du jour. Le jus d'orange, ça passe. Yaourt à la fraise, à la vanille et au citron aussi. Je pourrais faire une salade de fruits avec de la mangue, des framboises et des raisins, des bananes et du yaourt. Mais c'est tout ce que j'ai pu trouver. En me mordant la lèvre, je me suis rendu compte qu'elle avait un goût de fraise. Dans le magasin, il était assez facile de trouver un bol transparent, mais les cuillères et les fourchettes posaient problème. Je pense que j'ai dû me taper tous les magasins de la ville avant de trouver mon bonheur. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai découpé tous les fruits et j'en ai préparé une belle salade. Je n'avais pas beaucoup mangé ce matin-là, comme tu t'en souviens. Honnêtement, c'était la meilleure salade de tous les temps. J'ai économisé de l'argent puisque je n'ai pas eu à acheter des baies, des oranges et des citrons, mais le goût était là. Alors que je dégustais mon repas, le téléphone a sonné. C'était ma grand-mère et elle m'invitait à dîner ce soir-là. J'ai essayé de lui dire que je ne pouvais pas venir, mais elle ne voulait rien entendre. Ah, les grand-mères! Tu sais qu'il est impossible d'éviter un repas quand elles veulent te nourrir. Alors elle m'a dit qu'elle ne voulait pas entendre d'excuses et que je devais être chez elle à 18h tapante. Cela signifiait que je ne pouvais pas attendre jusqu'au lendemain. J'ai dû aller chez le médecin sur le champ et me débarrasser de ce super pouvoir avant que ma grand-mère ne me fasse manger du vomi et boire du thé au poivre noir. J'ai vérifié l'heure, je ne disposais que de 20 minutes avant que mon médecin ne s'en aille et le centre médical était à plusieurs pâtés de maison. J'ai fini ma salade et je suis sorti de l'appart en courant. Je suis arrivé à la clinique 5 minutes avant la fermeture du cabinet et j'ai demandé à mon médecin s'il pouvait me voir parce que j'avais une urgence. À mon grand soulagement, il a accepté. Quand je lui ai expliqué que je pouvais goûter les couleurs, il m'a regardé d'un air perplexe et a probablement pensé que c'était une farce stupide. Je lui ai alors raconté toute l'histoire. L'œuf au plat pour le petit déjeuner et comment j'ai acheté et goûté tous les marqueurs. Que le violet était une myrtille et le vert n'était pas comme une pomme comme il aurait pu le penser. Que j'ai passé des heures à essayer de trouver une cuillère et une fourchette transparentes. Pour être honnête, dans ma tête, cela sonnait mieux et avait beaucoup plus de sens. Le médecin était silencieux et un peu méfiant.
Il a pris ma température, ma tension artérielle et a regardé dans ma bouche. « Alors, vous avez mangé des marqueurs ?» a-t-il dit en souriant. Oups, je suppose que ma langue avait la couleur d'un arc-en-ciel. Ça ne semble vraiment pas normal pour un adulte. Le docteur ne m'a évidemment pas cru. Alors il m'a juste laissé partir en me recommandant une bonne nuit de sommeil. J'imagine que j'étais coincé avec ça. Et j'ai dû aller voir ma grand-mère. Malheureusement, il n'y avait pas moyen qu'elle me donne du yaourt à la fraise pour le dîner. Je suis rentré à la maison pour récupérer mes nouveaux couverts, pour au moins ne pas avoir le goût de papier quand je mangeais avec la fourchette en métal gris de ma grand-mère. J'avais encore quelques heures, alors j'ai fait quelques recherches sur Google, mais je n'ai toujours pas trouvé de solution. Je me suis dit que je pourrais peut-être m'en débarrasser en buvant, alors je me suis enfilé 4 litres d'eau. Mais cela n'a pas aidé. Alors je suis allé chez mamie en traînant des pieds. Je ne pouvais pas poser un lapin à ma grand-mère. Elle était si contente de me voir et m'a annoncé qu'elle m'avait préparé mes crêpes au brocoli préférées spécialement pour moi. Oui, peut-être qu'hier elles avaient été mes préférées, mais ce n'était définitivement plus le cas aujourd'hui. J'ai essayé de lui dire que je n'avais pas faim et que je pourrais juste boire un peu de jus d'orange. Mais bien sûr, elle n'a rien voulu savoir. Elle m'a donné une assiette avec 5 crêpes et une tasse de thé noir. Soudain, j'ai eu une idée pour me débarrasser au moins du goût du poivre, en mettant un morceau de citron dans le thé. Il deviendrait marron. Ainsi, ça serait un café-thé au lieu d'un thé au poivre. J'ai eu de la chance, ma grand-mère avait du citron. Alors le problème du thé a été résolu. Mais le pire, c'était les crêpes. Et ma grand-mère me regardait tout enthousiaste et contente. Il fallait que je mange. Je m'efforçais de contrôler mon expression faciale et d'avoir l'air super heureux, comme si je mangeais la meilleure nourriture de la planète, même si c'était le repas le plus épouvantable de ma vie. Et oui, je buvais beaucoup de mon café-thé. Enfin, 3 tasses. Mais quand j'ai fini et que j'ai remercié ma grand-mère, elle était tellement heureuse que j'ai compris qu'avoir mangé du vomi en valait la peine. Il s'est avéré que ma mamie avait un yaourt à la vanille, alors j'ai mangé tout ce qu'elle avait pour me débarrasser du goût que j'avais encore dans la bouche après les crêpes. En rentrant chez moi, en me mordant la lèvre à la fraise, je réfléchissais. Je devais trouver un plan pour me débarrasser de cette capacité. Mais je ne pouvais penser à rien, alors dès que je suis rentré chez moi, je me suis endormi, même s'il n'était que 21h. J'ai dormi pendant 11 heures et le lendemain matin, je me suis fait une salade de fruits avec du yaourt. Une fois de plus. Je suppose qu'à partir de ce moment, c'était parti pour être le repas du reste de ma vie. Je le mangeais avec ma fourchette transparente et je regardais une émission de télé quand j'ai soudain réalisé que je ne pouvais pas y percevoir le goût du citron et pas d'orange non plus. Je me suis mordu la lèvre et elle n'avait plus de goût. Avec les mains tremblantes, j'ai ouvert le frigo pour prendre mes fraises. J'en ai mangé une et elle avait le goût d'une fraise normale, pas de piment. Tout était redevenu normal, comme si de rien n'était. Mais je jure que c'est arrivé. Vraiment. Il y a de la glace partout, aussi loin que porte le regard. Un désert blanc recouvre l'entrée de ta grotte, celle où tu vis avec le reste de ta tribu. Tout le monde est réuni autour d'un foyer pour essayer de se réchauffer, se racontant des histoires sur la tempête de neige de l'autre jour. Certains courent partout en jouant, en lançant des bâtons, tout ce que les gens faisaient pour s'amuser il y a 300 000 ans. Tu es l'un des premiers Homo sapiens à avoir marché sur la Terre. D'autres dorment ou se reposent simplement les yeux. Tout autour de la grotte, tu n'entends que des estomacs qui grondent. On dirait un animal sauvage qui rôde. Tu regardes par la bouche de la grotte et tu vois que la tempête s'est calmée. Il est temps de prendre des outils et de sortir en groupe. Dans la nature sauvage, tu trouves quelques baies couvertes de neige et des plantes qui pourraient être comestibles. Mais ce n'est pas suffisant pour nourrir toute la tribu. C'est l'âge de glace et il n'y a pas beaucoup de végétation qui pousse. Un de tes amis repère de grandes empreintes de pas dans la neige. La chasse est ouverte. Tu n'es pas capable d'identifier l'animal, mais il devrait suffire à nourrir tout le monde pendant quelques jours. Alors que tu t'enfonces dans la forêt enneigée, tu entends un grognement derrière toi. Tu espères que c'est ton estomac, mais tu jettes un coup d'œil derrière toi et tu t'évanouis soudainement. Une période glaciaire est une période pendant laquelle de grandes couches de glace recouvrent tout, modifiant la Terre de façon permanente. Elle est en partie responsable de l'élévation et de l'abaissement du niveau des mers, ainsi que de la disposition actuelle des continents.
Imagine des couches de glace épaisses et monstrueuses étalées sur ce qui est aujourd'hui le Canada, la Scandinavie, la Russie et même l'Amérique du Sud. Tout cela a entraîné un changement radical du niveau des mers et une chute spectaculaire des températures dans le monde entier. Et on ne parle pas d'une seule période glaciaire, il y en a eu plusieurs. Les scientifiques affirment qu'il y a eu 5 grandes périodes glaciaires au cours de l'histoire, qui ont duré des millions d'années. Et nous sommes en plein milieu de l'une d'elles en ce moment. Détends-toi, ne panique pas. Cela ne signifie pas que nous allons tous dormir à côté de feux de camp pour essayer de nous réchauffer après avoir passé la journée à chercher des mammouths laineux. Et non, il n'y aura pas de tempête de glace géologique massive qui gèlera tout sur son passage. Les âges glaciaires comportent des périodes plus chaudes qui vont et viennent et durent des dizaines de milliers d'années. En fait, il y a des milliards d'années, la Terre était une boule de neige géante sans vie. Et le Soleil de l'époque n'était lui aussi qu'une jolie petite boule de gaz incandescent, sans assez de chaleur pour faire fondre toute cette glace. Mais à mesure que le Soleil est devenu plus gros et plus chaud, la glace de la Terre a lentement fondu, créant la sphère verte et bleue que nous connaissons aujourd'hui. Nous vivons dans la période glaciaire quaternaire, qui dure depuis 2,6 millions d'années, et elle n'est pas finie. Certains animaux ont prospéré pendant cette dernière période glaciaire, comme les baleines et les requins. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire depuis des lustres. En dessous d'eux se trouvent les phoques, certaines espèces de poissons, les loutres et jusqu'au minuscule plancton. Et plus haut, sur la surface froide, les mammifères ont dû se faire pousser une fourrure épaisse et hirsute pour rester au chaud. Les anciens mammouths, rhinocéros et bisons étaient connus pour avoir d'épaisses couvertures sur eux. Ils étaient superbes. Ils étaient herbivores et mangeaient de petits arbustes et l'herbe qu'ils pouvaient trouver. Mais il y a plusieurs milliers d'années, les températures ont commencé à augmenter et la plupart de ces animaux se sont éteints. Ceux qui sont restés ont évolué pour devenir les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros actuels. Tu te réveilles de ta torpeur et tu te retrouves face à une créature qui ressemble un peu à un lynx des temps modernes. Sauf qu'elle est beaucoup plus grosse et plus poilue. C'est un smilodon, une version épique du tigre à dents de sabre, avec un regard méchant. Il fait à peu près la même taille qu'un lion mâle et possède 2 crocs avant qui font réfléchir à 2 fois avant de quitter la sécurité de la grotte. Ils ont l'air effrayants, mais les scientifiques pensent que leur morsure n'était pas aussi puissante que celle des tigres ou des lions actuels. Ce qui les rendait coriaces, c'était leurs pattes avant géantes qu'ils utilisaient pour terrasser quiconque les cherchait. En meute, ils étaient même capables d'abattre des mammouths. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas envie de te réveiller à côté de ce chaton. Il te regarde fixement, prêt à bondir. Mais toi et tes amis, restez calmes et reculez lentement. Tu as l'idée géniale de lancer une pierre pour le distraire, puis de courir. De nos jours, il est presque impossible pour un humain d'échapper à un lion ou à un tigre, mais les humains de l'époque étaient beaucoup plus en forme. Une fois le danger passé, tout le monde continue à chercher de la nourriture. La nuit tombe et tu n'as rien trouvé à rapporter à la grotte. Soudain, tu sens une odeur de brûlé. Au loin, tu vois une fine colonne de fumée qui s'élève dans le ciel. Un autre campement, tes amis et toi vous regardez les uns les autres et vous approchez de la fumée avec précaution. L'Homo sapiens est apparu il y a environ 2 à 300 000 ans. Mais l'histoire humaine n'a pas surgi de nulle part. Il y a 7 millions d'années, certains hominidés existaient déjà. Ils ont laissé leurs ancêtres chimpanzés dans la jungle et ont commencé à vaquer à leurs occupations. Et cela ne s'est pas produit qu'une seule fois. Au cours des millions d'années qui ont suivi, il y a eu plus de 20 espèces humaines différentes. Certaines sont nos ancêtres, d'autres étaient les rameaux d'une branche complètement différente. Certains étaient tout petits, d'autres mieux adaptés aux temps chauds ou froids. Avant même de t'en rendre compte, tu vois un groupe d'hommes de Néandertal qui préparent de la viande et aiguisent leurs outils. Les Néandertaliens ont été les premiers à migrer vers l'Europe. Les scientifiques pensent qu'ils étaient là il y a 40 000 à 400 000 ans. Ils occupaient toutes les zones entre l'Europe et l'Asie, alors que l'Homo sapiens, c'est-à-dire notre ancêtre, était encore tout en bas en Afrique. Tu entres dans leur camp et tu vois immédiatement leurs différences. Ils sont trapus et ont une apparence un peu différente, mais il y a des similitudes, comme les dents plates pour mâcher et ronger, et des crânes volumineux pour abriter leur gros cerveau. Ils portent même des vêtements comme toi.
Selon les archéologues, ils vivaient dans des abris et fabriquaient des outils avec des pierres, des bâtons et des os. Ils t'accueillent à l'intérieur et te donnent droit à une visite guidée exclusive. Tu rencontres officiellement une autre espèce humaine. Ils t'emmènent au fond de leur grotte et te montrent certaines de leurs peintures rupestres. Ils étaient les premiers artistes de leur époque. Beaucoup de leurs galeries existent encore aujourd'hui, comme celles que l'on trouve en Espagne. Tu connais leur style, des peintures minimalistes de serre, une grande empreinte de main. Ils se sont aussi essayés à la fabrication des bijoux. Ils fabriquaient des colliers avec des serres d'aigle et des crocs d'oiseaux. Ils ont aussi probablement été les premiers à exploiter le pouvoir du feu. L'ont-ils découvert lorsqu'un éclair a frappé un arbre ou lorsque l'un d'eux a tapé un caillou sur un autre caillou, créant une étincelle? Personne ne le sait vraiment. Mais ils ont été capables de le reproduire et de l'utiliser pour se chauffer, cuire des aliments, voir dans l'obscurité et se protéger. Après cette super visite, tu restes autour du feu de camp pour te réchauffer. Ils t'offrent même quelques vêtements supplémentaires pour le voyage de retour, principalement d'épaisses fourrures de mammouth. Si seulement vous pouviez vous parler, ce serait génial. Mais la nuit tombe et tu dois retourner dans ta tribu. Tu fais tes adieux et tu les remercies de t'avoir appris à dessiner un cerf et pour la nourriture qu'ils t'ont donnée. La période glaciaire a été importante pour le développement de l'Homo sapiens moderne. En raison du froid extrême et d'autres conditions difficiles, ils ont dû s'adapter pour survivre et se montrer aussi intelligents qu'innovants. Ils ont développé des outils avancés et utilisaient même des aiguilles en os pour se coudre des vêtements chauds. Ils ont peut-être organisé le tout premier défilé de mode. Lorsque le climat a commencé à se réchauffer, ils ont développé des techniques agricoles pour assurer leur subsistance et se sont principalement installés près de grandes étendues d'eau comme les rivières ou les lacs. Tandis que d'autres ont choisi d'être près des mers et des océans. Ils ont même été les premiers à domestiquer les animaux. Avance rapide de quelques centaines de milliers d'années, et nous voici. Les plats, sur les tables de la salle à manger du bateau de croisière, semblent tout juste avoir été préparés. On dirait que tout le monde vient à peine de partir. Tu paniques et tu te précipites à l'extérieur, sur le pont principal. Des pantoufles et des sandales traînent un peu partout, mais il n'y a personne. Tu te penches par-dessus la rambarde et tu vois que le navire avance toujours. Mais il n'y a pas un seul membre d'équipage en vue. D'abord, tu te dis qu'ils se sont tous rassemblés quelque part pour une raison que tu ignores. Alors, tu te diriges vers la passerelle de navigation. Tu traverses de longs couloirs labyrinthiques pour atteindre la timonerie. La porte est grande ouverte et le régulateur de vitesse a été enclenché. Quelques scénarios défilent dans ta tête. Le scénario numéro 1 est que pendant que tu dormais, tous les autres se sont réveillés et ont décidé de te faire une farce. Ils doivent donc se cacher quelque part sur le navire. Au moment où tu paniqueras parce que tu te croiras seul, ils sortiront tous de leur cachette pour te surprendre. Et il y aura une fête et du gâteau. Le deuxième scénario que tu imagines est que pendant que tout le monde profitait de sa croisière, le navire est accidentellement entré dans la 4e dimension, emmenant tout le monde avec lui, y compris les animaux. Mais alors, pourquoi est-ce que tu es encore là, toi ? Dans le 3e scénario, les passagers et l'équipage ont trouvé un meilleur bateau et ont décidé d'abandonner celui-ci pour continuer la croisière sur l'autre. Ils ont tout simplement oublié de te le dire. Mais pourquoi n'ont-ils pas emporté leurs affaires et n'ont-ils même pas pris le temps de finir leur repas? Tu essayes de comprendre comment fonctionnent les commandes. Mais pour toi, tous ces boutons et ces lumières qui clignotent ne forment qu'un immense gadget incompréhensible. Il n'y a pas de manuel, mais il y a une connexion Wi-Fi et elle est assez bonne. Tu démarres ton ordinateur portable pour faire une recherche rapide afin de savoir comment piloter cet énorme véhicule. Tu comprends rapidement que le navire est en pilote automatique. Il est équipé de capteurs capables de détecter les moindres variations de la houle. Tu vas sur les réseaux sociaux pour essayer de contacter quelqu'un, mais ton téléphone n'a pas de signal. Seul ton ordinateur portable est connecté grâce à son câble. Il y a une radio pour contacter le continent. Tu appelles, mais personne ne répond. Soudain, des notifications s'affichent. Tu vois les photos de tes amis qui sont partis en vacances ou restés chez eux, mais il n'y a personne dessus. Tu ne vois que des chambres vides, des paysages désertés. Tout le monde semble avoir officiellement disparu, sauf toi. Tu essayes une dernière fois de contacter quelqu'un, n'importe qui, mais personne ne répond. Tu vérifies l'itinéraire de la croisière et tu découvres qu'il faudra environ 11 jours au bateau pour atteindre le quai le plus proche. En étudiant la carte, tu remarques une petite île isolée. Elle ne se trouve qu'à 4 jours de voyage. Le bateau de croisière se déplace à une vitesse d'environ 20 nœuds, soit à peu près 37 km/h. Tu décides de visiter le navire et d'entrer dans des salles où tu n'as normalement pas accès.
Les publicités à la télévision montrent un bateau de croisière entièrement vide, sans personne à bord. Lors d'une croisière de 7 jours, un tel navire utilisera plus de 4080 kg de laitue et 20 400 kg d'œufs. En général, on consomme 2000 steaks et 1000 pommes de terre au four par jour sur une croisière de plus de 1000 personnes. Il y a tellement de nourriture et d'ingrédients sur le bateau que, théoriquement, tu pourrais tenir pendant des années. Tu te rends à la réception et tu saisis le micro qui sert aux annonces officielles. « Il y a quelqu'un ? Vous êtes là ? » Mais personne ne te répond. « Si c'est une farce, ce n'est plus drôle. Vous pouvez sortir maintenant. Je vais aller manger un bout sur le pont. » Tu attends quelques instants, mais en vain. Tu décides de visiter les étages inférieurs du navire. Mais avant de descendre, tu vas jeter un œil à la patinoire. Là non plus, il n'y a personne. Tu enfiles des patins et tu fais un petit tour. Ça fait du bien. Personne n'est là pour t'embêter ou pour te dire quoi faire. Après ça, tu visites la salle de loisirs et tu essayes quelques jeux d'arcade. Comme tu disposes d'une réserve de jetons illimitée, tu joues pendant des heures. Le soleil commence à se coucher, alors tu décides de te servir une boisson rafraîchissante et de profiter du panorama. Tu t'assieds sur le pont supérieur où seuls les passagers les plus fortunés sont autorisés et tu t'installes sur un immense transat. Tout est si calme, tu n'entends que le bruit de l'océan. Tu t'endors et tu ne te réveilles que le lendemain matin à cause du soleil. Tu vas te promener, cherchant quelque chose à faire. Tu attrapes un club de golf et tu commences à lancer des balles. Tu les envoies toutes dans la mer pendant des heures, jusqu'à ce que l'ennui te prenne. Tu t'aperçois que tu t'es laissé distraire et tu décides de te rendre sur les ponts inférieurs. Tu pénètres dans une salle réservée à l'équipage avec une carte d'accès que tu as trouvée par terre. Tu commences à descendre vers le fond du navire. Il fait de plus en plus sombre. L'électricité ne fonctionne pas, alors tu te munis d'une lampe torche et tu explores les salles. Les membres de l'équipage vivent généralement dans des cabines de style dortoir avec des lits superposés. Ils disposent aussi d'un espace commun pour prendre leurs repas et ont accès à certaines activités de loisirs. Les cuisines qui préparent les repas des principaux restaurants sont également situées dans les zones inférieures. Toutes les cabines se ressemblent. Il y a beaucoup de bruit provenant de la salle des machines. Ça te donne la chair de poule. Les tuyaux grincent et les bruits secs se font entendre un peu partout. L'éclairage clignote. Des ombres ont l'air de te suivre lorsque tu te déplaces avec la lampe torche que tu as ramassée dans l'une des salles. Tu as peur. Tu appelles pour savoir s'il y a quelqu'un. Mais tout ce que tu entends, c'est ta propre voix qui résonne dans les couloirs. Tu es perdu. Tu essayes de retrouver ton chemin vers les ponts supérieurs, mais tous ces couloirs se ressemblent. Tu te mets à courir et tu paniques. Tu trébuches sur quelque chose et tu perds ta lampe. Il fait très sombre. Tu agites tes bras dans tous les sens en essayant de trouver la sortie. Tu poses tes mains sur les murs pour tenter de t'orienter. Tu vois enfin une lumière vive au bout du couloir. Tu te diriges vers elle. Tu arrives dans l'une des cuisines centrales où tu trouves énormément de nourriture. Il y a des dizaines de frigos et même une cuisine entière consacrée au dessert. Ton estomac crie famine. Tu manges des mets parmi les plus exotiques et les plus haut de gamme. Chacun d'entre eux peut coûter jusqu'à 1000 € dans un restaurant de luxe. Tu passes les jours suivants à te régaler de délicieuses friandises, à jouer au golf et à faire la fête sur la piste de danse. 3 jours plus tard, tu as consommé tous les plaisirs que tu pouvais consommer sur le bateau de croisière. Tandis que tu te prélasses au soleil, tu aperçois une île au loin. Tu attrapes tes jumelles et tu vois le quai. Le navire se dirige droit vers lui. Tu retournes rapidement à la timonerie pour consulter la carte. Le bateau arrivera dans 30 minutes. Mais tu ne sais pas comment le faire accoster. Tu décides de baisser l'ancre pour arrêter le bateau. Tu utiliseras ensuite un canot de sauvetage et tu rameras jusqu'à l'île. Tu rassembles du matériel et des vivres et tu pars. Peut-être que quelqu'un sur l'île pourra t'aider. Tu descends et tu rames jusqu'au rivage. Tu entres dans la ville, mais elle aussi est déserte. Les gens ont abandonné leurs voitures sur les routes au beau milieu de leur trajet. Tu te rends au poste de police dans l'espoir d'obtenir des informations, mais rien. Quelques mois plus tard, tu as exploré l'île d'un bout à l'autre en consommant les réserves du bateau de croisière. Au bout de 5 ans, l'île est entièrement sous ton contrôle et tu as appris à piloter le navire. Tu n'as pas vu une seule personne depuis ce jour déjà lointain. C'est comme si tout le monde avait disparu, littéralement volatilisé. 10 ans plus tard, tu es assis dans la tour radio. Ta barbe est longue et tu as cultivé des champs sur toute l'île. Ça fait 3 ans que tu n'as pas mis les pieds sur le bateau. Soudain, tu captes un signal en morse sur la radio. Quelqu'un sur le continent essaye de te contacter. Tu décides de remonter sur le bateau et de rejoindre la civilisation. C'est reparti. Tu sautes de ton lit, prépare ton sac pour le travail tout en engloutissant ton café.
Ton réveil a encore oublié de sonner, si bien que tu as dû te presser toute la matinée. Au moment où tu t'apprêtes à partir, tu entends un cri venant de l'extérieur. Tu te précipites dans la rue. Peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. Tu regardes autour de toi, mais rien ne te semble anormal. Tout ce que tu vois, c'est une femme à l'air contrariée, qui tapote frénétiquement sur son téléphone. Elle se tourne soudain vers toi et dit quelque chose à propos de la batterie, mais elle est tellement énervée que c'est difficile à comprendre. Elle a peut-être manqué un appel important et a besoin d'un chargeur. Tu proposes ton aide et rentres chez toi en courant pour aller lui apporter le tien. Lorsque tu débranches ton téléphone, tu remarques qu'il n'a plus de batterie non plus. Bizarre, il aurait dû être à 100% après avoir chargé toute la nuit. Tu repenses à ton réveil qui n'a pas fonctionné et tu te demandes s'il n'y a pas eu une coupure de courant dans le quartier ou quelque chose du genre. Tu es encore plus inquiet lorsque tu vérifies ton ordinateur portable. Il ne s'allume pas non plus. Comment vas-tu faire ta présentation au travail aujourd'hui ? Oups, tu réalises que la femme à l'extérieur attend probablement encore le chargeur. Tu te précipites à nouveau dehors, mais elle est partie. La rue ressemble maintenant à un décor de film catastrophe. Elle est pleine de piétons en colère et confus. Tu parviens à capter quelques bribes de conversation à propos de l'électricité et des batteries, et il est clair que quelque chose a très mal tourné. Ton voisin d'en face est par terre, se tenant le genou et se frottant la tête, tandis que son hoverboard gît à quelques mètres sur le sol. On dirait qu'il a fait une grosse chute. Tu te demandes pourquoi tout va si mal pour tout le monde. L'homme qui livre habituellement ton journal s'arrête à vélo à côté de toi. Il halète tellement qu'il arrive à peine à sortir une phrase. « La batterie de mon vélo est à plat. Je crois que je vais devoir monter toutes ces rues à l'ancienne maintenant. » Une amie du travail court vers toi en disant que sa voiture s'est arrêtée. Tu essaies de l'aider, mais non, la batterie est vraiment à plat. On dirait que tout le monde a le même problème. Et les rues sont complètement désertes. Tu essaies aussi ta voiture, mais elle ne fonctionne pas non plus. Alors que tu étais plongé dans tes pensées, réfléchissant à la façon de poursuivre ta journée sans ta voiture, un énorme morceau de métal tombe du ciel et explose en 1000 morceaux. Un drone. La rue est envahie par le feu, si bien que toi et ton ami courez vous réfugier à l'intérieur. Au moins, on dirait que tu n'as plus à t'inquiéter d'aller au travail aujourd'hui. Ton ami te dit qu'aucun de ses appareils électroniques ne fonctionne, alors tu cours chez toi pour vérifier les tiens. Tu vas dans ta salle de bain et c'est la tondeuse. Non. La brosse à dents électrique ? Non plus. Et la super voiture télécommandée que tu as eue pour ton 12e anniversaire ? Tu regardes sous le lit, oui, la voiture est là, et beaucoup de poussière aussi. Tu la sors et tu l'essaies. Rien. Même si cela est peut-être simplement dû au fait qu'elle a plus de 10 ans. Tu sors un paquet de lumière de jardin. À quoi vont ressembler les fêtes si elles ne fonctionnent pas ? Tu te sens mal à l'aise en pensant au fait que le détecteur de fumée ne marchera plus. Comment sauras-tu si l'un de tes appareils fonctionne mal et déclenche un incendie ? Au moins, la plupart d'entre eux ne fonctionneront plus assez pour provoquer un incendie désormais. Il est temps de vérifier la chose la plus importante, la télévision. Tu prends la télécommande et, comme prévu, rien. Tu te demandes s'il y a au moins un moyen de l'allumer sans la télécommande. Après avoir cherché le bouton pendant un moment, tu l'allumes. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi seules certaines choses semblent fonctionner. Les chaînes d'information parlent toutes d'une seule et même chose. Apparemment, toutes les batteries du monde entier ont cessé de fonctionner. Cela explique pourquoi la télévision fonctionne bien. Toutes les chaînes diffusent des bulletins d'information d'urgence, notamment sur les problèmes de circulation chaotique et les personnes désespérées par leurs appareils cassés. On frappe à ta porte et tu te rends compte que l'interphone ne sonne plus. Ce qui est plutôt une bonne chose, soit dit en passant. Maintenant, tu n'as même plus besoin de faire semblant de ne pas être chez toi quand cet ennuyeux voisin vient te rendre visite. En parlant de voisin, avec un peu de chance, son ampli de guitare ne fonctionnera plus non plus. Tu vas peut-être enfin pouvoir faire la grasse matinée le samedi matin. Oh non, tes nouveaux écouteurs sans fil seront inutiles maintenant. Tu dois encore les payer pendant quelques mois et tu ne pourras même pas les utiliser. Un autre de tes amis, Ryan, est à la porte. Heureusement, c'est un petit génie, alors il pourra peut-être t'aider à comprendre ce qui s'est passé. Cela te fait un peu flipper quand il te dit à quel point les choses vont mal dans le monde. Les batteries sont très importantes pour notre société. La plupart des technologies que nous utilisons en ont besoin pour fonctionner, mais nous y prêtons rarement attention, ou du moins pas jusqu'à ce que notre télécommande de télévision cesse de fonctionner.
Ryan commence à t'expliquer que la première pile a été inventée au début du 19e siècle. Elle stocke l'énergie chimique qui est convertie en électricité que nous utilisons pour alimenter des objets. Tu lui coupes la parole. Pourquoi aurais-tu besoin de savoir ça? Comment peux-tu faire fonctionner ton téléphone à nouveau? Il secoue la tête. Apparemment, les scientifiques du monde entier se penchent sur le problème. Mais il semble que toutes les batteries aient complètement cessé de fonctionner et ils ne savent pas pourquoi. Les batteries que nous utilisons, le plus souvent, sont des batteries lithium-ion, celles que l'on trouve dans les smartphones et les ordinateurs portables. Elles peuvent être facilement rechargées et offrent une alimentation électrique fluide et fiable. Mais plus maintenant. Ce ne sont plus que des morceaux de métal inutiles. Les piles jetables sont également inutiles. Et maintenant, toutes les batteries ont cessé de fonctionner. Il n'y a plus aucun moyen de stocker de l'énergie. Ryan a l'air effrayé et brisé. On dirait que le monde se dirige à nouveau vers le 19e siècle. Tu pensais que tout cela allait s'arranger, mais tu commences à comprendre à quel point le monde va changer sans aucun moyen de stocker de l'énergie. Tu comprends pourquoi Ryan a l'air si désespéré et ton visage commence à pâlir. Que vont faire les gens maintenant? Pas de montres connectées, de tablettes, d'ordinateurs portables, de calculatrices? Devrons-nous mémoriser des numéros de téléphone ou apprendre combien font 14 x 6? Comment saurons-nous l'heure qu'il est? Qui nous réveillera le matin? Au moins sans smartphone, il sera beaucoup plus facile de s'endormir tôt. Les gens devront-ils désormais se lever du canapé chaque fois qu'ils voudront allumer leur téléviseur? Devront-ils socialiser sans leur téléphone lorsqu'ils sont assis dans des bars? Il ne sera plus possible de transporter son ordinateur et de travailler en déplacement. Tu ne pourras plus noter des choses sur un document Word. Tu devras t'habituer à écrire au lieu de taper. Un stylo, du papier, tu n'en as plus vu depuis le lycée. Oh non, tu vas devoir recommencer à lire des livres. Il n'y aura pas grand-chose d'autre à faire. Ta liseuse électronique n'est plus une option, alors tu devras envisager d'acheter de vrais livres. Cela pourrait coûter cher. Les gens devront savourer chaque moment, car ils ne pourront plus prendre de photos de quoi que ce soit. Il n'y aura plus de scooters ni de vélos électriques. Les voitures électriques ne seront pas non plus d'une grande aide. Bon, ce n'est pas comme si tu pouvais t'en offrir une, mais quand même, c'était bon de savoir que certaines personnes avaient la possibilité d'en avoir une. Quel genre de voitures les entreprises vont-elles fabriquer maintenant? Même les bateaux ont des pièces chargées sur des batteries, alors ils pourraient aussi se révéler inutiles désormais. Tu verras peut-être le retour des galions géants en bois, comme ceux sur lesquels naviguaient les pirates. Et qu'en est-il des avions? N'ont-ils pas besoin de batterie aussi? On dirait que ce voyage à l'étranger va devoir rester longtemps sur ta liste. Plus question d'écouter de la musique quand tu es dans les transports en commun. Est-ce que tu vas devoir parler aux gens maintenant? Et les réseaux sociaux? Tu ne pourras plus perdre de temps à faire défiler ton fil d'actu. Comment pourras-tu à nouveau te rendre au travail? Sans voiture, tu devras courir des kilomètres tous les jours et te lever tôt. Tu te laisses une note de voir comment faire pour te procurer un cheval et une charrette. Et tu devras te souvenir dans quel ordre ils vont. Réfléchis-y. Oui, aujourd'hui a été le jour de l'extinction des batteries. Il est temps de prendre de nouvelles habitudes, ou de raviver certaines de ces vieilles habitudes oubliées depuis longtemps. Tu attends ton pain à l'ail qui cuit au four. En regardant les étoiles par la fenêtre de ta cuisine, tu te demandes « Pourrais-tu envoyer du pain à l'ail dans l'espace ?» Et plus important encore, pourrais-tu encore le manger s'il revenait? Des questions cruciales. Habituellement, quand il s'agit de pain à l'ail, il n'y a qu'une chose dont les gens se soucient. Faut-il ou non mettre du fromage dessus? Miam! Ce goût d'ail appétissant combiné au pain croustillant et chaud. Bon, concentrons-nous. Comment allons-nous envoyer ce pain dans l'espace? Étant donné que la première navette spatiale de la NASA a coûté environ 49 milliards de dollars, ils ne nous permettront sans doute pas d'emprunter un vaisseau spatial pour la journée. Ils doivent avoir des choses plus importantes à faire. Oui, c'est difficile à croire que certaines personnes ne prennent pas le pain à l'ail aussi sérieusement que le reste d'entre nous. Mais ne t'inquiète pas, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un ballon. Non, pas le genre de ballon que tu as l'habitude de voir dans ces fêtes où tu es entouré de pizzas, de hamburgers, de hot dogs et de gâteaux. Je crois que j'ai un problème avec le pain. Quoi qu'il en soit, le type de ballon dont nous avons besoin est un ballon météo. Il est conçu pour atteindre des altitudes élevées jusqu'à 38 km. Il transporte des instruments au-delà de notre atmosphère pour nous renvoyer des informations sur la température, l'humidité, la vitesse du vent et la pression atmosphérique. Un météorologue français a commencé à faire des expériences avec eux en 1896
Et son travail a conduit à la découverte de la stratosphère. On peut se demander s'il aurait été fier de son ballon qui fonctionne désormais comme un service de taxi extraterrestre pour notre pain à l'ail. Peut-être pas, mais il serait certainement ravi de savoir que des centaines de personnes dans le monde entier libèrent aujourd'hui ces ballons pour leur propre expérience toutes les 12 heures. La plupart des organisations officielles estiment que l'espace commence officiellement à la ligne Kármán, complètement arbitraire, à 100 km au-dessus de nous. Envoyer du pain en orbite nécessiterait une vitesse de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres à l'heure. Sans notre fusée de la NASA, qui voyage généralement à une vitesse de 27 000 km/h, nous ne pourrons pas conduire le pain aussi haut ou voyager à cette vitesse. Mais notre ballon nous fera quand même faire un tiers du chemin vers l'espace en nous amenant dans la zone connue sous le nom de bord de l'espace. Étant donné que l'atmosphère là-haut est si mince, environ 1% de la pression au niveau du sol, ce n'est vraiment pas un si mauvais substitut de l'espace réel pour ce test. Je n'ai jamais été à l'aise avec le fait d'être à plus de 100 km de mon dîner de toute façon. Alors, tant mieux. Ah, je t'entends déjà crier devant ton ordinateur. Mais de quoi il parle? J'ai déjà vu des vidéos de pizza envoyées dans l'espace réel en utilisant une méthode similaire. Pourquoi on devrait se contenter du bord de l'espace? De nombreuses caméras utilisées dans ces vidéos pour documenter le voyage de l'objet utilisent une lentille fish-eye. Cet objectif exagère la courbe de la Terre par rapport à ce à quoi elle ressemble depuis ses hauteurs, donnant l'illusion que la caméra est plus proche de l'espace qu'elle ne l'est. Bon, ce point est réglé, contrairement à la question de savoir ce qui est meilleur entre la pizza et le pain à l'ail. Nous avons donc maintenant notre ballon météo auquel nous avons attaché à contre-cœur notre pain à l'ail. Le moment du décollage est arrivé. Nous lançons le pain à l'ail dans le ciel et essuyons les larmes sur nos joues en le regardant disparaître au-delà des nuages. Comparé à une fusée, le rythme de notre ballon pourrait aussi bien être celui d'une tortue, même s'il se déplace à une vitesse de plus de 300 mètres par minute. Donc, un bon moyen de nous distraire de la tristesse du départ de notre pain est de nous demander ce qui va arriver à notre pain à l'ail pendant son voyage. En 2 heures, notre ballon météo peut s'élever au-dessus des nuages, plus haut que les trajectoires des avions à réaction, en traversant la couche d'ozone dans la stratosphère et en atteignant une altitude de 35 km ou plus. Le ballon supportera des températures aussi froides que moins 90 degrés Celsius, ce qui signifie que nous ferions mieux d'avoir un micro-ondes à portée de main s'il revenait vers nous. Le ballon se dilatera au fur et à mesure de son ascension, passant de 2 mètres à 8 mètres, car la pression de l'air diminue à mesure que le ballon monte dans l'atmosphère. Ce qui va se passer ensuite serait une expérience vraiment satisfaisante si notre nourriture n'était pas mise en danger. En effet, notre ballon météo va éclater. Et juste comme ça, notre pain à l'ail va entamer sa descente des cieux. Les conditions de vent détermineront à quelle distance du site de lancement le pain atterrira. Mais on peut s'attendre à ce qu'il n'atterrisse pas à plus de 120 km. Comme c'est le cas pour les expériences avec les ballons météorologiques, un parachute est attaché à la cargaison, ce qui permettra d'assurer le retour du pain en toute sécurité et les retrouvailles avec son meilleur ami, mon estomac. Même si c'est lui qui fait actuellement des bruits d'animaux à cause de la faim, ce sont de vrais animaux qui représentent maintenant une menace en tant que prédateurs potentiels pour nous arracher notre dîner. Les ingénieurs ont conçu des emballages pour des exercices comme celui-ci, équipés d'un GPS et d'un servomoteur. Cet emballage se fermera à environ 1000 mètres au-dessus du sol. Il protégera le pain à l'ail des points d'atterrissage indésirables et des diverses mâchoires du règne animal, ce qui augmentera considérablement la probabilité de pouvoir le manger si nous parvenons à le relocaliser. En réalité, les ballons météorologiques utilisés par des expériences comme celle-ci font plus de dégâts à la faune et à la nature que l'inverse. Les animaux marins comme les tortues confondent souvent les restes des ballons météo dans l'eau avec des méduses et les mangent en pensant qu'ils viennent de gagner un repas facile. Cela est dommageable pour ces animaux, car les composants de ces ballons météo contiennent du caoutchouc et de l'acide de batterie. Des arguments ont été avancés pour dire que les essais de ballons météorologiques sont en fin de compte une forme d'abandon de déchets. Si cette vidéo t'inspire à essayer d'envoyer de la nourriture dans l'espace à l'aide de ballons, garde ceci à l'esprit. La chasse est donc ouverte, pas pour les animaux sauvages, mais pour nous-mêmes. Mais quel est ce dicton? Échouer à se préparer, c'est se préparer à échouer.
se préparer à se passer de ce fantastique morceau de pain à l'ail que tu viens de lancer au bord de l'espace et que tu es maintenant en route pour récupérer? Non. Pour nous assurer que nous pourrons retrouver le pain une fois qu'il aura atterri, nous avons attaché des tracteurs radio au ballon avant de le lancer. Ceux-ci envoient un signal avec une position GPS au sol qui est ensuite affichée sur une carte pour que nous puissions la suivre, ce qui nous donne une bonne idée de l'endroit où le pain à l'ail sera trouvé. Merci la technologie. Et juste comme ça, voilà, le moment est arrivé. Nous avons retrouvé notre pain à l'ail intact. Et après quelques câlins passionnés et caresses affectueuses, nous sommes prêts à en prendre une bouchée. Alors, l'attente en valait-elle la peine? Quel est son goût? Et peux-tu le manger? Oui, tu peux. Mais qu'en est-il du goût? Pas très bon en fait, car comme nous l'avions mentionné plus tôt, nous avons oublié le micro-ondes. Le pain a été congelé par les températures extrêmes qu'il a rencontrées pendant son voyage. Donc, il est tout congelé à l'intérieur. Mais avant même de pouvoir le découvrir, nous remarquons que lorsque nous voulons mordre un morceau de pain, il ne se coupe pas comme d'habitude. Au contraire, il se brise comme si nous venions de casser un morceau d'une brindille. Nous pouvons même entendre un bruit de craquement. Le pain chaud et moelleux n'est plus. Il vaudrait mieux que tu gardes ça pour le dessert, au cas où tu manquerais de crème glacée. En y réfléchissant bien, jetons-le à la poubelle. Quoi qu'il en soit, c'était plutôt sympa de pouvoir envoyer ce pain à l'ail au bord de l'espace et de pouvoir quand même finir par le manger, non? Avant de m'évanouir d'inanition, je vais aller au magasin pour en acheter d'autres, que je n'enverrai certainement pas dans l'espace. Pourquoi ne pas nous dire dans les commentaires s'il y a des aliments que tu aimerais envoyer dans l'espace pour les pimenter un peu avant de les manger? Tout est prêt. Tu es sous les projecteurs et tout le monde te regarde. Les lumières se reflètent sur le piano. Tu poses tes mains sur les touches et tu commences à jouer. Puisque tu as 20 doigts par main, tu peux jouer beaucoup de notes en même temps pour plus d'intensité. Chaque accord est enrichi et embelli par davantage de notes grâce à tes 40 doigts. À la fin du récital, tout le monde se lève et t'applaudit. Le bruit des applaudissements est intense car les paumes des mains de tous ces gens sont énormes pour y faire tenir leurs 20 doigts. Te voilà maintenant sur une barque au milieu d'un lac, prête à plonger. Ton ami te convainc de faire la course jusqu'à la rive. Avec vos 20 doigts sur chaque main et sur chaque pied, vous nagez comme des poissons. Ce sont de véritables gouvernails naturels. Tu gagnes la course, puis tu retournes vers la barque en pagayant avec tes mains et tes pieds. Après la nage, tu pars en randonnée. Tu te trouves face à une belle paroi d'escalade. Tu te prépares et tu places chaque paume sur les pierres devant toi. Tu as une bonne prise car tu peux t'agripper à des pierres dont les gens qui ont 10 doigts ne pourraient jamais se servir pour escalader. Tu arrives au sommet et admires la vue. Un costume bien repassé et un sourire confiant. Tu vas gérer ton entretien. Tu entres dans le bâtiment comme si c'était toi le patron et tu attends que quelqu'un t'accompagne chez le directeur. Tout le monde remarque ton look impeccable et ton attitude confiante. On te fait entrer, tu affiches ton sourire le plus désarmant et tu ajustes ta veste. Tu entres dans la pièce et tu te présentes avec une poignée de main vigoureuse qui épate le directeur. Il veut en savoir plus sur ton compte. Tu quittes le bâtiment. Tu es resplendissante et convaincue d'avoir fait bonne impression. Tu as raison puisqu'il te rappelle peu après pour un deuxième entretien. Ok, tu gères. 20 sacs de courses dans ton coffre et un seul trajet possible. Le chemin est long, plein de virages et de dénivelés. Tu étires tes doigts et fais craquer tes articulations. Tu trouves le bon équilibre pour placer les sacs dans tes mains. Avec tes 20 doigts, tu parviens à prendre plusieurs sacs. 10 par main. C'est lourd, mais bon. C'est un peu comme si tu étais à la salle de sport. Tu sors les sacs de ton coffre et tu traverses rapidement la route jusqu'à chez toi. Bravo! En un trajet, tu as réussi à transporter toutes tes courses sauf un sac. Ah non, autant pour moi. Tu avais mis un sac dans un autre sac. Mais tu dois quand même retourner à la voiture pour fermer ton coffre. Après une longue journée de travail, tu as rendez-vous avec une amie que tu n'as pas vue depuis longtemps. Ta journée a été vraiment dure. Tu repères un salon de manucure sur la route et tu t'arrêtes pour un petit soin rapide. Mais avec 20 doigts par main, ça prend le double de temps. L'heure avance et tu n'as qu'une main de fête. Ton amie t'appelle pour te dire qu'elle t'attend au café. Tu passes à la main suivante.
Tu as enfin fini et tu te précipites au café pour rejoindre ton ami. Tu es en retard, mais au moins, tu as la classe. Tu participes à un salon sur les nouvelles technologies. Des douzaines de personnes présentent leurs nouveaux produits. De nombreux téléphones sont plus gros que les téléphones pour les personnes qui ont 10 doigts et 2 mains. Ils ressemblent plus à des mini-tablettes. Tu prends un téléphone et tu le testes. Avec tes 4 pouces, tu tapes super rapidement sur le clavier. L'écran est suffisamment grand pour le reste de tes doigts. Tu passes aux ordinateurs et tu remarques une idée intéressante. Un ordinateur portable avec un clavier très large pour que tu puisses taper facilement. Tu ouvres un nouveau document et tu commences à écrire. Tu es surprise par ce confort d'écriture. Dommage que tu doives attendre que le produit soit effectivement lancé sur le marché pour pouvoir te l'offrir. Tu es en train de t'échauffer à la salle de gym. Tu te prépares pour ton prochain exercice. Tu montes sur le ring et tu t'entraînes sur un sac de frappe. Avec tes 20 doigts par main, chaque coup est plus fort qu'un coup de poing classique. Tu t'étires après chaque coup et tu continues ton entraînement. Tu passes à l'exercice suivant afin de te préparer pour le grand jour. Te voilà dans la forêt et tu t'entraînes au tir à l'arc. Tu places 2 canettes côte à côte, puis 2 autres canettes par-dessus. Tu prends ton arc et tu le tires en utilisant les 10 doigts de chaque main. Tu places 2 flèches avec soin et tu relâches. Tu touches facilement les canettes. Maintenant, tu augmentes la difficulté et tu places les 4 canettes côte à côte. Tu tournes ton arc à l'horizontale et tu tires jusqu'à ce que la tension soit suffisante. Tu lâches et les flèches partent. C'est encore gagné. Tu touches les 4 canettes sans faire le moindre effort. Puisque tu as 20 doigts par main, il te faut au moins 7 ou 8 cibles côte à côte. Tu utilises un arc long, mais ça ne va pas être facile de viser. Tu te concentres, tu décoches tes flèches et tu tires en plein dans les mille. Si tu avais 50 doigts par main, ta façon de marcher et ton apparence en seraient d'autant plus altérées. Tes mains seraient si lourdes que tu aurais besoin de bras très musclés pour maintenir ton équilibre et soutenir tes doigts. Tout serait plus grand, y compris ton téléphone et ton ordinateur. Les manches des guitares seraient adaptées. Il y a 6 cordes sur une guitare normale, mais sur ces méga-guitares, il y aurait au moins 30, voire 40 cordes. La musique ne serait plus limitée par les caractéristiques physiques humaines. Tous les instruments devraient être adaptés à ces 50 doigts par main, comme les trompettes, les pianos, les harpes et les saxophones. Un trio ferait l'effet d'un orchestre, et un orchestre fera l'effet de... 5 orchestres. Tu es tranquille à la maison en train de jouer aux jeux vidéo avec un ami. Chaque manette fait la taille d'une table basse. Ce n'est pas rien une main avec 50 doigts, donc les manettes ont des supports. Il y a tellement de boutons et de touches qu'on se perd rien qu'à les regarder. Tu joues à un jeu de foot en contrôlant chaque joueur individuellement. Avec de telles capacités de mouvement et de coordination pour un total de 100 doigts, ton cerveau est plus gros que la moyenne et tu es parfaitement multitâche. Tu bats ton ami. C'est lui qui gagne la revanche. Au 3e match, vous êtes à égalité. Vous vous tapez dans les mains. L'impact des mains à 50 doigts produit des ondes sonores qui arrivent jusque chez tes voisins. Avoir beaucoup de doigts sur les mains signifie que les objets tangibles et ergonomiques devraient être bien plus grands que la moyenne. Il serait super éprouvant d'aller chez un bijoutier parce que tu devrais trouver une bague qui puisse convenir à n'importe lequel des 50 doigts que tu as sur chaque main. L'industrie du gant pèserait des milliards, puisque la fabrication d'un seul gant engendrerait des coûts exorbitants. Dessiner avec un stylo normal deviendrait vraiment compliqué. Tous les stylos et les objets de papeterie seraient 10 fois plus grands que ceux qui existent aujourd'hui, et coûteraient beaucoup plus cher. Les verres seraient plus grands ou plus larges pour que tu puisses les saisir correctement. Ta main serait beaucoup plus grande, et tes doigts s'étendraient tout autour de la paume comme des pétales de tournesol. Si tu avais chaud, tu n'aurais pas besoin d'éventail pour te rafraîchir. Il serait aussi plus facile d'attraper du sable pour faire un château de sable. Avec des mains aussi grandes, tu pourrais créer des boules de sable et construire un méga château super vite.
Et si tu faisais une bataille de boules de neige, il faudrait que tu te prépares à recevoir des boulets de canon au lieu de boules de neige normales. Oh là, tu n'y vas pas de main morte.